Bonjour, bienvenue à la 43e édition de Cinéma du Réel sur Canal Réel. Vous allez assister à la matinale intitulée Retour à la salle, organisée en partenariat avec la CID et Documentaire sur grand écran, dont je suis la présidente. Quelques mots en préambule à cette table ronde pour vous expliquer dans quel esprit nous avons souhaité l'organiser. Bien sûr, nous pouvons apprécier les qualités d'un film sur un petit écran, mais qu'en est-il de l'émotion esthétique transmise dans les crins d'une salle obscure et le souffle de ceux qui partagent avec vous le temps d'une projection? Sans être fétichistes de la salle, nous sommes convaincus qu'il faut en préserver l'accès, et ce d'autant plus en cette période où la mise en ligne des films se généralise de façon exponentielle. Ne doit-on pas craindre un jour que nous n'ayons plus grand choix entre la salle et l'écran maison? L'accès facile au film est évidemment réjouissant, mais l'expérience particulière du documentaire, cantonné pendant un demi-siècle à un petit écran télévisuel qui a failli le vider de son essence artistique, reste à méditer pour nous. Il ne s'agit pas là d'affronter un phénomène épisodique dû à la pandémie, mais d'un évident mouvement de fond. C'est pourquoi il nous a semblé vital aujourd'hui de réfléchir ensemble, programmateurs, réalisateurs, distributeurs et exploitants, à l'expérience que nous vivons et ainsi nous préparer à affronter au mieux un avenir terriblement incertain pour la diffusion du cinéma et tout particulièrement du cinéma documentaire. Merci. Merci beaucoup Annick. Avant de commencer cette table ronde, je vais faire un petit tour des panélistes qui sont autour de moi, des personnes présentes. Alors, à ma droite, je suis à ma droite, ma gauche. À ma droite, nous avons Bertrand Roger, programmateur des cinémas MK2. Bonjour Bertrand. À côté, nous avons Bénédicte Thomas, fondatrice de la société Arizona Distribution. Bonjour Bénédicte. Bonjour. À côté d'elle, donc Mathieu Berton, fondateur de la société de distribution et d'édition Météor Film. Bonjour. Bonjour. De l'autre côté, à ma gauche, je retrouve Clément Schneider, cinéaste et coprésident de la CID. Bonjour. Bonjour. À côté de lui, Arlène Groff, programmatrice du Ciné 104 à Pantin dans le 93 et membre du conseil d'administration de documentaire sur grand écran. Bonjour. Bonjour Arlène. Et à côté d'elle, le dernier, tout au bout là-bas, nous avons Pierre-Emmanuel Le Goff, fondateur de la plateforme de salle virtuelle La 25e heure. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit tour déjà. Comment ça va globalement ? Ça va ? C'était une super année pour tout le monde ? C'était chouette ? Tout le monde a fait du banana bread ? C'est ça le concept ? Mais j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu comment, vous, dans vos professions, dans vos milieux particuliers, vous avez vécu l'année étrange, j'ai pas d'autres mots, tout le monde l'a dit en signature de mail, l'année étrange qu'on vient de vivre. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier, peut-être pour parler de son expérience de l'année Covid, j'ai envie de dire. Comment c'est passé ? Je peux désigner au hasard, hein, j'en ai très bien. Mathieu, comment s'est passé cette étrange année ? Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Météor Film. Comment ça s'est déroulé pour vous ? Comment s'est passée l'année ? Forcément, c'est une année, je pense, difficile, où on a dû en permanence s'adapter. Je pense que c'est ça qui a été le plus difficile pour nous tous. C'est aussi cette absence et dans laquelle on est encore, de visibilité, de perspectives claires. Nous on va ensemble, donc de coups d'arrêt, de redémarrage, donc et ça en tant que distributeur, je pense qu'il nous importe le plus, c'est d'accompagner les films qui nous ont fait confiance. Donc il y avait beaucoup de difficultés pour nous à entrevoir des possibilités de sortie très claires à envoyer à ceux qui nous ont fait confiance. Donc ça, c'est une responsabilité qu'on porte, nous, en tant que distributeur vis-à-vis d'eux. Donc ça, c'était le plus difficile. Après, il y a la structure à préserver, à sauvegarder, comment tous les types d'aides se sont mises en place. Donc on s'est peu à peu transformé peut-être en expert comptable plus qu'en distributeur. Et c'est assez inédit et c'est pas notre cœur de métier. Donc là, et depuis quelques mois, je pense que le deuxième confinement, c'est avec cette fausse réouverture du 15 décembre qui, je pense, était particulièrement douloureuse pour nous tous. Maintenant, pourquoi on est là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quel est le sens donné à nos métiers, qu'est-ce qu'on a envie de voir en salle, comment,
qu'est-ce que la cinéphilie, enfin toutes ces questions, mais qui datent pas du confinement, qui sont peut-être antérieures aussi à ça. En tout cas, y répondre et avec la volonté, en tout cas, d'affirmer que la salle reste un lieu magique. Et je pense qu'on est nombreux. Plus spécifiquement, vous aviez sorti, vous, un film cette année, en 2020 ? Alors, plus spécifiquement, oui, on devait sortir 4 films en salle l'année dernière en 2020. Un est sorti pendant le premier confinement avec la 25e heure, mais quasiment en exclusivité sur la 25e heure. Donc on a fait partie des 2-3 premières sorties comme ça qui sont sorties par ce biais-là, en faisant un travail qu'on a estimé assez proche de celui de la salle, qui était lié, une expérience intéressante parce que liée à ce premier confinement qui était très strict. Ça a eu l'avantage de nous garder actifs, ça c'était très bien. On est une petite équipe, on est 2. Et d'organiser beaucoup de débats, on en a vu certaines difficultés aussi avec les salles, dans la chronologie, qu'est-ce que ça représente en termes économiques, de modèles aussi, qu'est-ce qui est possible ou pas à dégager. Et ensuite, on a décalé plusieurs sorties. Il y en a une qu'on a maintenue, qui est le film de Frédéric Wiseman, qui est sorti donc, le 21 octobre, parce que ça nous semblait important qu'il sorte de par son sujet collé à l'actualité des élections américaines. Et puis le film a la particularité de faire 4h30, donc le film est sorti le 21 octobre. Une semaine avant, on nous a appris que tout le monde devait être chez soi à 20h, donc ça n'a pas un film de 4h30 en salle, programmé en fermant à 20h, mais on a forcément perdu un peu des séances. Et puis en début de deuxième semaine, le film s'est arrêté brusquement, comme tout le reste. Voilà. Donc on a fait juste une séance que quand même je voulais vraiment attendre. On a espéré au 15 décembre pouvoir remettre le film en salle. Donc on a retravaillé pour ça d'ailleurs. Et puis en janvier, il y a eu quand même tous ces événements aussi du Capitole, l'envahissement du Capitole, l'arrivée de Joe Biden avec Marty Walsh, le maire de Boston, qui est donc le protagoniste principal du film, nommé en tant que ministre du Travail. Donc on a tenu là à faire un nouvel événement. On a refait un événement avec la 25e heure unique pour essayer aussi de remobiliser un peu les salles, je trouve, avec qui on a perdu quand même beaucoup le lien ce deuxième confinement. Et là encore, j'aurais espéré qu'il y ait plus de participants. Bon, c'était aussi c'est pas au-delà du film, c'était aussi il y avait un engagement un peu par rapport au sujet politique, je pense, et l'actualité américaine qui m'a semblé important. Et voilà, puis là maintenant on se projette sur les 2 autres films qui sont pas sortis l'année dernière et ils vont nous occuper. Après, moi j'ai eu beaucoup de mal depuis 1 an à envisager un autre engagement sur d'autres films, parce que je sentais que tout ça allait être long, que beaucoup de choses se mutaient. Les plateformes, la télé, les possibilités de financement, le nombre de films, comment on pouvait faire exister ces programmations vraiment, pas de manière uniquement marginale. Donc là, le désir et l'envie revient, donc c'est bon signe. Et c'est quelque chose qui vous parle, Bénédicte, vous qui êtes aussi distributrice, ce que vient de dire Mathieu, c'est vous vous reconnaissez dans cette expérience-là. Vous avez une autre expérience, vous avez sorti un film en août, je crois, en août notamment. Oui. Mais est-ce que vous pouvez refléter sur l'expérience de Mathieu ? Oui, je pense qu'on partage à peu près tous le même sentiment de cette période. En même temps, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, on parle tout le temps du stop and go. C'est l'état en permanence de changement de cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une phase dépressive totale, il n'y a pas eu une phase d'excitation totale, il y a eu en permanence les montagnes russes, beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions qui n'ont servi à rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à un moment, on a tous été un peu comme les lapins dans les phares d'une voiture, à s'agiter beaucoup, à perdre énormément de temps, d'énergie, pour finalement trouver peu de solutions parce que la situation nous dépassait tout simplement. Et ça a été très douloureux de comprendre ça. C'est-à-dire que cette agitation ne servait finalement pas à grand-chose. Et je pense que c'est aussi ce qui caractérise la différence fondamentale qu'il y a eu entre les 2 confinements. Le premier, il y a eu des discussions énormes, syndicales, avec les exploitants, entre collègues. Il y avait vraiment une espèce de marmite de réflexion qui était très intéressante. Et le second, tout le monde s'est replié dans son terrier. Ça a été beaucoup plus douloureux, beaucoup plus compliqué pour nous tous, je pense. Pour compléter ce que dit Mathieu.
Nous, chez Arizona Distribution, on devait sortir 5 films cette année. On avait décidé de commencer très doux l'année en mars. On s'est dit, oh, bon non, janvier, on va y aller tranquille, on va commencer en mars. Bon, voilà, évidemment, c'était la mauvaise idée parce que ça veut dire que finalement, notre premier film, on l'a sorti en juillet. C'était un film britannique, une fiction qui s'appelle L'Envolée, qui était vraiment un film charmant. Et je pense qu'il a beaucoup souffert de cette programmation en juillet parce que les salles venaient de rouvrir et puis finalement il y a des films qui ont démarré très très fort à ce moment-là et lui il n'a pas trouvé sa place malgré une très bonne presse et je pense que c'était vraiment un bon film. Il est passé assez inaperçu, c'est vraiment dommage. Un premier film d'Eva Riley et puis ensuite la question s'est posée autour d'Eva en août. On a d'abord pensé à le sortir en novembre déjà parce qu'on y croyait énormément. Et puis on s'est dit que en novembre ça ferait un plaisir fou aux gens de voir ce film estival. Heureusement qu'on n'a pas fait ça parce qu'aujourd'hui Eva en août n'existerait pas du tout en fait si on avait décidé de le sortir en novembre. Alors voilà, c'est pas 2 fois dans l'année non mais enfin comme quoi tout ça se fait quand même au petit doigt mouillé. Enfin c'est quand même c'est très fragile. Pourquoi ça marche pas, c'est d'une très très grande fragilité, il n'y a pas de recette. Enfin, je pense que ceux qui ont des recettes sont ceux qui ont des énormes moyens et d'autres typologies de société, mais nous dans notre cas on est quand même parfois vraiment soumis au hasard aussi, quoi. Alors évidemment c'était une vraie décision de sortir le film en août quand même, une fois qu'elle a été prise, elle a été assumée. Le film a été extrêmement aidé et par la CID et par la FKE, porté par les exploitants, donc du coup ça s'est bien passé pour lui parce que je pense aussi que cette sortie estivale a touché exactement là où il fallait qu'elle touche les spectateurs qui sortaient d'un confinement qui était probablement en questionnement existentiel aussi, amoureux, amical, la place qu'on a sur Terre. Enfin, on était un peu tous dans cet état-là et je pense que le film répondait à ça. Voilà. Et puis après, on a sorti un peu comme Mathieu, dans la joie, un film en octobre, un film qui s'appelle Dark Man, un film kazakh, que je trouve brillant et qui a eu une exploitation complètement amputée. Voilà. Et la question s'est posée de ressortir. Alors, si les salles avaient rouvert en décembre, on aurait retenté une sortie de Dark Man. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'envisage pas. Je pense qu'il n'y a absolument plus la place pour accueillir le film en 2021. Donc évidemment on fera des projections s'il y a des demandes des exploitants, mais on ne fera pas de vraie ressortie du film et je trouve ça vraiment terrible, quoi. Et pour juste terminer, je suis un peu longue, excusez-moi, par rapport à Mathieu et la tentation de la VOD, au premier confinement, ou de la 25e heure, au premier confinement, on s'est beaucoup interrogé, notamment les ayants droit de L'Envolée, qui étaient légitimement, qui se posaient la question de savoir si il fallait pas mieux sortir ce film en VOD. Et moi je m'y suis refusée complètement, c'est-à-dire que je l'ai envisagé, bien sûr, j'ai pas balayé le truc d'un revers de la main, mais je reste quand même extrêmement attachée à la salle et je suis pas, alors ça fait peut-être je suis pourtant pas si vieille, ça fait peut-être un peu dernier des Mohicans, mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'envisage pour les films inédits, que ce soit des fictions ou documentaires pour l'instant. En tout cas, je résiste le plus possible, quoi. On va y revenir après justement sur cette place du documentaire ou des films d'auteur, comment on peut les sortir, qu'est-ce que ça dit aussi cette année qu'on vient de vivre. Mais je me tourne du côté de la salle aussi, notamment avec MK2 et le Ciné 104. Si l'un de vous deux veut commencer, comment vous, du point de vue exploitant, s'est passé cette année? On parlait de stop and go tout à l'heure, ça a été vraiment votre cas. Donc comment vous l'avez vécu, peut-être Arlène? Oui, il y a eu effectivement, il y a eu plusieurs périodes et c'est ce que tu dis, Bénédicte, assez bien, c'est qu'on était comme ça. Moi concrètement, en travaillant sur une salle, j'ai passé toute une partie de l'année à faire et refaire des grilles horaires, ne serait-ce que parce que nous, en tant que salle, on est au programme, donc on a un programme mensuel, etc. Donc ça veut dire qu'on a fait
des programmes qu'on a jetés puisque voilà, ils sont arrivés, voilà, et puis la salle fermait. Donc on a beaucoup fait ça. On a vu quand même le public revenir. Donc il y a eu la première fermeture avec effectivement tous les questionnements que ça a mis en jeu, les passages des films sur la 25e heure, sur un premier confinement où les salles ont été assez actives, et puis ensuite la réouverture, le public qui est revenu mais qui a mis du temps, et c'est une expérience qui est partagée par d'autres collègues exploitants que j'ai pu interroger, où en fait quand même juillet, août, on a senti que les gens revenaient, mais que ça mettait du temps à revenir. On a eu tout, au niveau des équipes, toute la question des protocoles sanitaires à appliquer, des temps par exemple, de ventilation des salles à augmenter, donc du coup, des nombres de séances réduits par semaine, voilà, donc qui sont tout un tas de choses qu'il faut intégrer et avec lesquelles il faut faire dans une programmation. On a eu tout ça, et puis ensuite on a eu 2 mois, les mois de septembre et octobre jusqu'à la fermeture, qui étaient vraiment des très beaux mois où on a vu le public vraiment revenir en masse. On a vu les gens avoir envie d'être ensemble en salle, de parler, de débattre. On a vu voilà un succès justement à chaque fois qu'on proposait des rencontres, etc. Le public être au rendez-vous. Et puis on a vu voilà avec déchirement la veille de la fermeture, les gens faire la queue devant le cinéma et nous dire tous presque les larmes dans les yeux, que on savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir, mais que voilà, ils avaient voulu venir absolument voir tel ou tel film juste avant qu'on ferme et tout ça. Et puis ensuite cette deuxième partie cette dernière partie d'année, qui a été beaucoup plus dans le terrier, comme tu disais aussi, Bénédicte, c'est un truc que je partage. Et du coup aussi toutes les occasions de se voir qu'on a entre exploitants, indépendants, etc., qui se sont fermées les unes après les autres, les projections professionnelles, les rencontres, les rendez-vous, etc. Là, être sans masque avec 2 distributeurs que je connais plutôt bien, c'est un truc qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps, quoi. Donc il y a eu comme ça les choses qui se sont fermées, et puis le rapport au public et aux spectateurs qui est très difficile à maintenir, très flottant en fonction des salles, des décisions des uns et des autres, de passer de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des salles virtuelles ou pas, qu'est-ce qu'on maintient comme lien via les réseaux sociaux, via des projections sur les façades, des choses comme ça. Alors après il y a une inventivité qui est là, et on sent chez plein d'exploitants un désir quand même de continuer à maintenir ce lien-là, mais c'est très difficile, ouais. Et je me tourne du côté de MK2 aussi, avec Bertrand. On parlait d'enthousiasme ou de terrier à un moment donné, surtout sur le deuxième confinement, d'enthousiasme plutôt sur le premier. On a vu MK2 notamment lancer MK2 Curiosity pendant le premier confinement. Donc comment, vous, de votre côté, vous l'avez vécu encore une fois, cette période, je ne sais plus comment la nommer au bout d'un moment, mais ce moment, ce double moment, ce triple moment de l'année 2020. Concrètement, je peux pratiquement dire que tout ce qui a été déjà dit, c'est ce qui s'est passé pour nous. Bon, à ceci près que c'est vrai que quand on programme un réseau et qu'on est dans une maison dite de cinéma, on est sollicité par différents endroits de la maison, puisqu'au départ, on est à la fois vendeur international, producteur, distributeur, on est moins maintenant distributeur, avant d'être simplement que exploitant de salle. C'est vrai que MK2 Curiosity est né pendant cette période parce que, de fait, il manquait du cinéma, tout simplement. Donc, on en parlait ensemble, et puis on a essayé les uns les autres, dans le cadre de réunions, d'essayer de penser un concept. Puis ce concept a été défini, et puis c'est parti, ça a été lancé. Moi, en tant que programmateur salle, j'ai donné quelques conseils. Je ne peux pas dire, par exemple, je ne sais pas,
troisième scène, voilà, par exemple, ce que j'envisageais de faire dans les salles, avec la troisième scène de l'opéra, je leur ai largement donné l'idée parce que je pensais que c'était important. Voilà, et puis quelques suggestions de films qui me semblaient essentielles. C'est vrai que c'est une plateforme qui est assez particulière parce que au fond, elle s'invente au fur et à mesure. Alors au départ, c'était une plateforme qui est partie d'un programme qui était diffusé dans les avions. Voilà. Donc en fait, sur les vols transatlantiques. Et puis, lorsqu'il a fallu envisager de la mettre donc sur les réseaux sociaux ou sur le net, en tout cas, il a été décidé assez vite de faire un choix de 5 films, que ces 5 films sur la première semaine seraient gratuits, et puis qu'ils seraient donc je dirais programmés, c'est-à-dire ayant à la fois soit des continuités, soit des entrechoquements. Il y aurait à la fois un peu de documentaire, un peu de fiction, un peu de court-métrage, etc., etc. Et puis, après, on rentre sur un mode payant au bout de la première semaine. Et la deuxième partie essentielle à dire, c'est que c'est aussi une plateforme qui est faite pour accueillir. Au fond, c'est ce qui s'est passé avec le festival Fame de la Gaîté Lyrique. Voilà, il peut y avoir à d'autres moments de l'année des festivals ou des événements un peu emblématiques qui n'ont pas forcément les moyens de diffuser leur propre programme, et ils peuvent à ce moment-là venir sur cette plateforme. Voilà. Après, pour la vie d'un programmateur de salle, c'est un peu particulier quand même. Moi, il y a eu ces 2 phases. La première phase, c'est-à-dire le premier confinement, j'ai dû apprendre, pour ce qui me concerne, à voir les films en plus petit que moi, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, City Hall, Mathieu me l'avait envoyé avant, donc j'ai pu le voir dans une grande salle, avec un écran plus grand que moi, avec un son dans le noir. Par contre, Eva en août, Bénédicte me l'a envoyé par lien, et donc j'ai découvert le film avec un petit ordinateur. C'est pas comment dire si compliqué que ça, mais il y a quand même quelque chose qui se passe quand même. Hein. Il y a une différence évidemment. Il y a une différence, oui, qui est. En fait, ça tient à 2 choses. La première, c'est que on n'est pas dans le noir. Et que ça, mine de rien, c'est quand même assez étrange. La deuxième, c'est que on peut être amené à faire plein d'autres choses en même temps, puisqu'on peut être dérangé, en fait. Hein. Il suffit qu'il y ait un coup de téléphone ou que le lait dans la casserole bout. Je blague, hein, mais on peut être amené à faire différentes choses. Alors, il faut donc s'autodiscipliner. S'autodiscipliner, hein, voilà. Il faut, voilà. Mais en l'occurrence, on n'éteint pas forcément la lumière. Voilà. Bon, cette histoire de noir, c'est pas rien, hein, parce que au fond, je dis pas qu'avec le noir viennent les fantasmes, mais au fond, quand même, lorsqu'on est dans la salle, avec une image plus grande que soi, avec un son beaucoup plus grand que soi, entouré de personnalités proches ou pas, c'est plus du tout la même histoire qui se joue au fond. Hein, voilà. Bon, donc j'ai vu Eva en août, comme ça. Le film touche au cœur quand même immédiatement, parce qu'il est brillant, parce qu'il est réussi tout simplement, et que là, on comprend qu'on va quand même pouvoir voir les films comme ça et les programmer. Le premier confinement a été à peu près, pour un programmateur, je pense on n'a pas échangé, mais je pense qu'il a été relativement bien vécu, je pense, par tous les programmateurs, parce qu'on a eu accès à un certain nombre de films, certes par lien, mais moi j'ai pu voir beaucoup de films, et vous savez, la vie d'un programmateur, c'est entre 3 et 5 films par jour, tout le temps. Et pour ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais de vacances, par exemple, hein, c'est un détail, mais ça fait 15 ans, je n'ai pas pris de vacances parce que il y a la programmation tous les lundis, et donc même si je vais sur un lieu de vacances, eh bien, il faut faire la programmation le lundi sur la base des chiffres du week-end, et surtout l'engagement qu'on a pris avec les différents distributeurs, ou sur l'engouement qu'on a pour le fait de maintenir ce film. Voilà. Bon. Donc du coup, il y a eu comme une mini-phase de dépression, c'est-à-dire que subitement, il n'y a plus de lundi de programmation, il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus que, je dirais, le côté dopé du film qui reste. Voilà. Bon. Donc le premier confinement s'est relativement bien passé parce que ça, c'est resté. Puis après, il y a eu la réouverture avec beaucoup de films.
avec beaucoup de réussite de film, quand même, avec le retour des spectateurs, on en est d'accord, avec une certaine joie à retrouver sa vie réelle, etc. Et puis après, il y a eu à nouveau l'arrêt, etc., etc. Le deuxième confinement est probablement un peu plus complexe à gérer parce que les distributeurs ne proposent plus forcément autant de films à voir. Un certain nombre de programmateurs ont décrété qu'ils ne voyaient plus les films tant qu'il n'y avait pas de date d'arrêté. Je n'en fais pas partie. Je continue encore à avoir beaucoup de films. Mais, par exemple, demain, j'ai 2 films. Après-demain, j'ai 1 film. Voilà, je suis passé quand même à une journée, à une grosse réduction. Et du coup, je suis rentré dans une vie plus personnelle, je dirais. Donc, mon goût actuellement, c'est les intégrales. Voilà, je me fais des intégrales. Par exemple, là, je suis en train de découvrir l'œuvre d'Ariane Noublé, excuse-moi. J'ai tout revu, tout Pierre Creton. J'ai revu tout Angela Chanelec. J'ai vu... Enfin bref, voilà, je ne vais pas développer, c'est pas le moment. Mais tout ça pour dire que oui, je suis rentré dans des intégrales parce que subitement j'avais envie de voir les films en volume, voilà, puisque j'avais le temps. Voilà. Et puis maintenant on attend, on nous dit que c'est dans un mois, peut-être dans un mois et demi. On nous dit que c'est entre le 15 avril et le 15 mai. Voilà, on croise les doigts. On a tous appris la patience. Voilà. Appris la patience. Pierre-Emmanuel, Bertrand disait il y avait plus de lundi soudainement. Vous, il y a eu plein de lundis avec la 25e heure. Comment ça s'est passé justement cette 25e heure qui a pris son essor avec ce premier confinement et cette année étrange? Comment vous l'avez vécu cette année, je pense, assez différemment de nos camarades? Nous, on l'a vécu d'abord en tant que distributeur, donc on a vécu la même chose, c'est-à-dire des très grosses pertes, des gros enjeux qu'on avait, puisqu'on était en train de monter en puissance avec une belle année 2019, et on avait 4 films datés en 2020, dont un au 1er avril, et puis un autre qui était en mai, il me semble-t-il. Et donc on avait pas mal d'ambition, et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de janvier, ma femme était enceinte en plus, donc elle est particulièrement vigilante à tout ce qui concernait la pandémie. J'étais un peu flippé, et puis moi je regardais aussi les conséquences que ça pouvait avoir sur la culture en général et l'écosystème cinématographique en particulier. Et donc concrètement la fermeture, enfin en tout cas les demi-jauges, puis rapidement la fermeture des salles en Chine, en Italie, et à un moment donné on s'est dit un peu comme pour le nuage de Tchernobyl, la frontière a jamais arrêté un nuage, il n'y a pas de raison que ça arrête une pandémie. Et donc on s'est dit ça va arriver, tous les scientifiques le disaient, et nous on s'est dit soyons lucides et anticipons la crise qui risquait d'arriver en essayant de nous réinventer, en tirant profit des leçons qu'on avait déjà un peu tirées de l'exploitation de nos films documentaires, c'est-à-dire la difficulté de faire vivre un film documentaire sur la durée avec les réalisateurs qui ne sont pas rémunérés pour ces interventions, qui sont très chronophages, qui peuvent les freiner dans le développement de nouveaux projets. L'impact carbone, accessoirement, moi en tant que réalisateur, j'ai fait des interventions à l'étranger dans les festivals de films environnementaux en cramant mon impact carbone en un vol pour répondre 3/4 d'heure à des questions à l'autre bout du monde. Donc il y avait une sorte d'aberration. Et donc je me disais, comment utiliser Internet pour faire de la visioconférence, pour démultiplier finalement les interventions dans les salles en limitant le temps pris pour les intervenants, en dégageant de l'argent pour les payer et non pas payer le transport et le logement, et puis accessoirement limiter l'impact carbone. Et donc quand est arrivée cette pandémie, on est reparti de ce qu'on avait mis en place sur de la VOD, on a ajouté donc ces différentes briques en se disant comment faire pour d'abord maintenir les avant-premières qu'on avait prévues, qui se prévendaient bien, donc du film Les Grands Voisins qu'on allait sortir le 1er avril. L'idée étant de faire d'abord de l'hybride, c'est-à-dire combler les demi-jauges. Tout le monde se disait que ça allait arriver, et puis effectivement assez rapidement c'est arrivé, donc on a accéléré le développement. On a réussi à convaincre un cinéma qui est le Luminor en l'occurrence d'accepter de faire basculer les ventes qui allaient venir en salle virtuelle, et en rediffusant donc en salle virtuelle la captation de l'événement qui allait avoir lieu sur place, donc la rencontre avec le réalisateur. Donc le système de chat intégré. Et après on s'est posé la question, tout en mettant ça en place, de comment répartir le marché, parce que faire une séance en ligne accessible depuis toute la France, finalement on allait cramer le marché, et donc on s'est dit ajoutons une brique de géolocalisation pour répartir le marché et permettre la circulation du film, et à chaque salle de travailler avec son public et de ne pas risquer de manger le public de la salle à 5 km à Paris ou d'une salle à 30 km en province, parce qu'on sait qu'il y a ces concurrences-là qui sont déjà très, très tendues, on va dire, dans le marché réel, et il ne fallait pas ajouter de la concurrence à la concurrence en virtuel. Et donc c'est comme ça qu'on a développé le dispositif, et puis rapidement on a fait l'avant-première, je crois que c'était le 21 mars, le 18 mars on a fait l'annonce,
quasiment simultané l'annonce d'Edouard Philippe de la fermeture totale des salles. Donc on a enlevé notre communiqué de presse pour dire on va pas faire de l'hybride, on va carrément rouvrir totalement les salles puisqu'elles sont en fait totalement fermées dorénavant. Et à partir de là, on a donc vendu que des places en salle virtuelle pour le 21 mars, je crois. Et on a vendu, je crois, 450 tickets, là où en présentiel, on n'aurait fait que 220 maximum. Donc on s'est dit, oui, il y a un vrai modèle économique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix que les spectateurs viennent en salle virtuelle, ou est-ce que finalement, c'est pas une manière quand même de maintenir le lien et puis d'avoir des beaux échanges? En fait, ça s'est effectivement avéré être le cas. Quand il y avait possibilité de faire travailler plusieurs salles les unes après les autres, voire en simultané, et puis de faire des entrées. Assez vite, au niveau de notre syndicat, on s'est dit qu'il fallait ouvrir et permettre à d'autres distributeurs d'utiliser l'outil. Et Mathieu, en l'occurrence, a été, je crois, le premier ou le deuxième. Je crois qu'il y avait N-Politica de DHR d'abord. Et Mathieu, faisant un travail événementiel particulièrement précis en dentelle, il est allé chercher vraiment avec les dents, parce que je suivais vraiment précisément. On avait beaucoup d'espoir aussi, parce que si on démontrait qu'avec d'autres distributeurs ça marchait, c'est qu'il y avait un modèle économique. Et ça s'est fait. Et puis il allait chercher quelques milliers d'entrées en partant de rien. On partait d'une salle au début, enfin aucune salle, une salle. Et puis après, il y a eu cet effet boule de neige pour finalement sortir, je crois, une dizaine de films en sortie nationale, à bénéficier d'une médiatisation très importante parce qu'il n'y avait pas d'offre avec les cinémas en parallèle. Et donc paradoxalement, nous, notre film Les Grands Voisins a eu beaucoup de presse. Et puis au fur et à mesure, on a été allé chercher d'autres distributeurs, donc, puis d'autres exploitants qui ou étaient ramenés par d'autres distributeurs ou directement venaient nous voir. Et après, il y a eu le creux donc, de la deuxième vague. De l'entre-deux vagues, pardon. Donc là, on a profité pour améliorer notre dispositif parce pareil, les épidémiologistes disaient ça risque de repartir, il y a de fortes chances. Dans les autres pays, ça repartait. Donc on se disait, il faut qu'on continue d'investir. Donc on injectait de l'argent dans le développement de la plateforme, des outils plus précis pour pouvoir redonner la main aux exploitants. Bref. Et puis effectivement, il y a eu la période du 15 décembre où on avait beaucoup d'attentes parce que nous, on voulait faire de l'hybride. Donc on a fait un premier événement ici même à Beaubourg en hybride, qui avait très bien marché, donc avec 5 lieux en France et 5 lieux à l'étranger en simultané, en présentiel et en virtuel. Et donc on était prêts pour ça. Et puis non-réouverture des salles. Et à ce moment-là, on a accéléré. Il y a eu effectivement un double mouvement. Il y a eu des salles qui sont recroquevillées, comme disait Bénédicte, dans leur terrier, qui n'avaient plus le courage, on va dire. Et puis d'autres salles qui se sont dit, OK, on l'a pas fait la première fois, on va y aller. Et puis beaucoup de festivals surtout, là, qui sont venus nous voir parce qu'ils hésitaient encore, ils hésitaient à faire de l'hybride. Et puis ils voyaient que des gros festivals s'étaient mis au virtuel. Et donc là, ils commençaient à venir nous voir. Ouais. Et voilà. Et donc depuis le mois de mi-janvier, on a eu notamment Premier Plan d'Angers qui a été un peu un moment de bascule à partir du moment où on a commencé à travailler avec eux, ce qui a montré qu'on passait un step en termes de niveau de festival entre guillemets. Et puis en parallèle, il y a eu tout ce qui était médiathèque aussi, les musées, donc le non commercial, des universités, des classes, développement un peu à l'étranger aussi. Donc voilà, nous on a une année qui a été extrêmement violente. Vraiment, on a perdu beaucoup d'argent parce qu'il y a eu plein de tournées d'annulées aussi, ou d'une exploitation dans différents réseaux, etc. Et en même temps, on a essayé de se réinventer. On a réinventé notre métier en montant cette plateforme qui accueille des salles virtuelles. Et aujourd'hui, on a le sentiment, et c'est le retour aussi du marché, que l'outil qu'on a développé de façon par nécessité est un outil qui est en fait pérenne dans le sens où il y a en fait, avec le recul, de toutes les façons, on l'avait analysé tous ensemble depuis des années, que les films commençaient à avoir beaucoup de mal à trouver leur place. Il y a une offre trop pléthorique, et il y a donc une sorte d'accès à la culture qui est pas égalitaire en fait. Il y a plein d'endroits où on se retrouve avec un mono-écran qui peut pas sortir 20 films par semaine, et donc on a le sentiment que le dispositif peut permettre justement de redonner la possibilité à tout à chacun d'avoir un accès beaucoup plus pluraliste à l'offre culturelle, et de renforcer la salle à la fois au moment de la reprise parce qu'il y aura des jauges limitées, et nous dans l'entre-deux confinement on s'est retrouvé à refuser du monde en salle pendant la sortie d'un film qui s'appelle Mon oncle et Clitoris. Donc c'était un crève-cœur de se dire voilà, c'est un moment important, c'est la réouverture des salles, mais on laisse des personnes dehors. Donc il y a une forme d'aberration. Et après, on a fait du virtuel pour permettre aux gens de participer quand même au débat et à la séance depuis chez eux. Et on se dit aussi qu'il y a tous les publics empêchés au sens plus premier du terme, c'est-à-dire les publics en situation de handicap, les personnes qui sont en hôpitaux, en EHPAD, etc. Donc tout ça, c'est des dispositifs qu'on a mis en place. Et au total, c'est des millions de personnes en France qui n'ont pas accès à toute cette offre. Et donc, on estime qu'on peut renforcer la salle au moment de la reprise, pour résumer, avec notre dispositif.
Ça, on en reparlera à la fin sur la prospective, notamment de ces différentes nouveautés peut-être qui ont été mises en place pendant le confinement et l'entre-confinement. Je me tourne vers vous, Clément. Comment vous... Alors, en écoutant déjà vos camarades, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop... les autres, autour de nous, comment vous avez vécu, vous, déjà votre année en tant que cinéaste, mais aussi membre de l'ACID, et en lien avec ce qu'ont pu dire les personnes autour ici. Je pense que l'effet dents de scie de l'année lié à... il y a une différence évidente entre la sensation qu'on a partagée autour du premier confinement et celle qu'on a vécue au moment d'abord de l'annonce du couvre-feu, puis de la refermeture des salles en octobre-novembre. La sensation était évidemment pas du tout la même. L'impression que j'ai en tant que cinéaste, c'est que on a tout de suite identifié le fait que cette fermeture des salles était à la fois une occasion intéressante et pourquoi pas formidable d'opérer un vrai travail de redéfinition. Et là où, d'une certaine façon, je m'inscrirais presque en faux par rapport à l'introduction, c'est que moi, j'assume, et je pense que nous assumons, qu'on est totalement fétichiste de la salle. Enfin, c'est ce que disait Bénédicte à sa manière aussi, je crois. Et que pour le coup, l'apprentissage de ce premier confinement et de ce confinement en général, c'est que la floraison comme ça d'offres de substitution pour pallier la fermeture des salles ne faisait qu'exhiber à quel point le cinéma est incommensurable avec tout ce qui pourra se jouer au niveau d'un petit écran. Et que pour nous, nous cinéastes, il y a une vraie différence de nature au niveau de l'expérience qu'on fait, et que d'une certaine façon, ça nous oblige à une vraie précision sémantique. Et que d'une certaine façon, au risque d'être un peu provocateur, ce qui se joue virtuellement sur des petits écrans, ça n'est pas du cinéma, c'est autre chose. C'est pas bien ou mal, mais c'est autre chose. Et qu'on a été collectivement très interrogatifs et parfois très perplexes sur la facilité avec laquelle on s'est approprié, on a utilisé le mot cinéma pour désigner quelque chose qui n'est précisément pas du cinéma. Ça, c'était un premier constat qu'on a fait, et vis-à-vis duquel on s'est dit, c'est à nous aussi de reposer peut-être certaines bornes ou certaines définitions pour savoir exactement ce qui fait la singularité du cinéma en salle, ce qui fait de c'est précieux, ce qui fait de c'est unique, et ce qui fait que les offres qui existent, qui permettent d'être complémentaires. Et en l'occurrence, là, au moment de la fermeture des salles, c'était même plus de la complémentarité, c'était de fait de la substitution, mais de vérifier que chacun est aussi à sa place à cet endroit-là. Ça a été une première chose. Après, au niveau de ce qu'on vit en tant que cinéaste, l'inquiétude, elle se joue presque à moyen terme, c'est-à-dire que fermeture des salles égale moins de recettes dans les caisses du CNC qui financent la création à venir, égale hypothèque sur les films qui vont se faire à l'horizon d'1 ou 2 ans. Et ça, évidemment, on est dans cette temporalité-là, puisque tous mes camarades travaillent sur... Enfin, voilà, vous voyez 5 films par jour, vous sortez 4 films par an. Nous, on fait un film tous les 2, 3, 5, 10 ans. Donc, évidemment, la question de la précarisation du financement de la création, elle est très inquiétante, elle nous préoccupe. Et de fait, on a la sensation que... pour le coup, à la fois du côté de la fiction et du côté du documentaire, puisqu'à l'ACID, on a des cinéastes des deux bords, la question se pose aux 2 endroits. Parce qu'on travaille sur un cinéma de fiction qui se fait dans une économie telle qu'elle est parfois très proche finalement de l'économie du documentaire. Donc ça, c'est une inquiétude qu'on a et que de fait on partage indirectement d'ailleurs avec tout le monde ici, mais vis-à-vis de laquelle on est toujours assez perplexe parce qu'on a la sensation qu'il n'y a pas pour l'instant de réponse très forte du côté des institutions. Voilà, alors après, là où ça a été intéressant, cette expérience, cette année qui s'est passée, c'est que finalement, cette fermeture des salles et ce virus a agi comme un symptôme ou comme un révélateur d'intuition ou d'analyse qu'on avait formulé à l'ACID sur la question de l'exposition des films en salle et donc singulièrement des films auxquels on est très attaché. Donc, qu'on qualifie de film de la diversité, même si l'appellation est très très vaste. Alors j'utilise celle-ci parce que je trouve que le terme de film fragile est assez détestable, parce que nos films ne sont pas fragiles, nos films sont forts. Ils sont très forts même. Mais de fait, c'est des films qui souffrent parfois beaucoup de phénomènes d'hyperconcentration ou de surexposition de certains titres par rapport à d'autres, et donc globalement d'une absence de régulation. Alors on a eu la sensation que là où ça a été un moment important, c'est que ces analyses qu'on formulait d'un seul coup étaient mises en lumière et étaient partagées très largement par tous les acteurs de la filière, et ça c'était plutôt une bonne nouvelle.
Après, la façon dont ça se transforme en acte au moment d'une hypothétique réouverture, alors il y a eu le truc avorté, l'ouverture avortée du 15 décembre, mais même là, à moyen terme, le jour où les salles rouvriront, on ne sait pas quand, le plus vite possible on espère, ça va se poser de façon encore plus crue, parce que les titres se sont accumulés entre-temps, et que s'il n'y a pas de volonté collective et de volonté institutionnelle un peu forte, ça peut virer très vite au carnage, et évidemment c'est quelque chose qui nous inquiète, parce que les films et les réalisateurs qui les portent, et dont on est à l'acide un peu les porte-drapeaux, vont évidemment souffrir d'un risque de relégation, quoi, dans des espaces sous-exposés. Donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. En même temps, on a été très heureux de constater, au moment de la réouverture de l'été, que l'espace qui avait été laissé vacant notamment par les films américains qui ne sont pas sortis, a permis à des films, je pense à Eva en août, qu'on avait soutenu à l'acide, d'occuper un espace et de rencontrer un public, ce qui a été comme une forme de démonstration de preuve très tangible qu'il y a un public pour ces films-là, et ce qui contredit parfois certains discours qu'on peut entendre sur l'idée que le cinéma qu'on défendrait est trop élitaire ou trop, je ne sais pas, trop inaccessible, etc. Après, évidemment, tout ça, toute la question que ça pose, c'est la question de la durée de vie des films. Au moment où les salles vont réouvrir, il y aura tellement de films qui risquent de sortir qu'on a très peur que ce qui se passait déjà avant, c'est-à-dire que les films soient éjectés très rapidement des salles, alors que ces films-là ont précisément besoin du temps long pour vivre, que ce n'est pas des films qui font forcément leurs entrées en 15 jours, qui vont les faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, que s'il n'y a pas de plan un peu concerté au moment de la réouverture, ce qui va en souffrir, ce seront les films, et indirectement, en fait, ce seront les spectateurs. C'est-à-dire que l'idée aussi très forte qu'on a à l'acide, c'est qu'on est certes cinéaste, mais on est aussi spectateur, et donc il est fondamental pour nous que les spectateurs aient accès au plus de films possible. Et que si on ne donne pas le moyen aux spectateurs de voir les films, l'ensemble de la diversité des films, il n'existe pas. Et ça, évidemment, pour un cinéaste, c'est hyper violent, parce que si vous êtes... Voilà, je pense à une cinéaste dont on a sélectionné le film dans notre programmation, qu'on a appelée programmation cannoise hors les murs, puisqu'on a tenu à maintenir ce moment-là, en dépit de l'annulation du Festival de Cannes. On a tenu à construire une programmation et à l'exposer au moment de la réouverture des salles, donc à Paris, puis dans d'autres villes, Lyon, Marseille, en Corse, et j'en oublie, à Nantes aussi. Donc on a une réalisatrice que tu vas distribuer, Bénédicte, Sylvain Tombe. Nora Martirosyan, qui a mis 10 ans à faire son film. Et évidemment, il est fondamental pour nous que le film existe et prenne sa place. Donc, on va être vigilant au moment de la réouverture des salles, mais à la fois cette expérience cette année nous a conforté dans le fait qu'il fallait qu'on continue à porter haut et fort cette demande et ce besoin collectif de régulation, parce que ça se fait au nom du bien-être du cinéma, en fait. Et que si on n'a pas ça en tête, on court à quelque chose qui va tendre à globaliser les films à l'ère des contenus. Or, les films ne sont pas des contenus, les films sont des films. Et il y a des contenus par ailleurs, mais c'est pas la même chose. Et on va y revenir justement sur ces publics et au moment de la réouverture des salles, à un moment donné, comment ce public a réagi aussi, parce que vous parliez de certains films, comme on parlait d'Eva en août, qui a eu un joli succès, mais plus globalement sur la typologie de films qui nous intéresse, puisque on est au cinéma du réel, donc on parle de documentaires principalement. Vous l'avez lié aussi un petit peu à certains cinémas d'auteurs pas fragiles, j'ai compris, on ne dit pas fragiles, mais qui ont une certaine précarité en tout cas de financement aussi, parfois aussi de diffusion dans les salles et donc peut-être d'entrée. Est-ce que ce cinéma-là, il n'est pas déjà un peu habitué à la crise, en fait, ce cinéma? Est-ce que ce n'était pas un cinéma qui était déjà tout terrain pour la crise, qui lui-même, vous le dites, qu'il y a des précarités, et il était déjà un petit peu préparé? Est-ce que c'est ce cinéma documentaire ou ce cinéma plus d'auteur et déjà était le parfait candidat pour exister dans la crise, puisque lui-même est déjà un cinéma de crise? Est-ce que quelqu'un... Alors les films qu'on produit et qu'on distribue, c'est majoritairement des documentaires, et c'est vrai que c'est plutôt des films qui s'inscrivent justement dans la durée, qui sont des films, on va dire, qui ont peut-être une plus grande résilience du fait aussi qu'ils sont peut-être plus ancrés sur leur territoire, c'est-à-dire qu'ils sont vachement travaillés avec la connaissance des exploitants du milieu associatif local, par exemple, et donc il y a vraiment un travail qui est fait beaucoup plus événementiel sur les documentaires. Et
En tout cas, nous, avec le dispositif qu'on a mis en place, on a bien vu que, étant donné que ce qui fait des entrées, c'est plutôt l'événement avec la rencontre, bah, c'est surtout des documentaires qui marchent bien par rapport à ça, puisque c'est des films qui sont peut-être encore plus nécessaires en ce moment. C'est-à-dire dans ce moment un peu de flottement de la crise, en fait, qui pose plein de questions sur le monde d'avant et peut-être toutes les erreurs qu'on a commises qui ont pu faire que l'humanité en est arrivée là, mais c'est aussi des moments de s'interroger sur la suite, donc de débattre de plein de sujets, alors l'écologie au premier chef, mais aussi plein d'autres sujets sociétaux, la politique, avec le film de Wiesmann, etc. Donc je pense effectivement qu'ils sont plus résilients parce qu'ils sont plus ancrés sur le territoire, peut-être plus en circuit court, entre guillemets, et à l'image des petits producteurs agricoles, bah, c'est ceux qui connaissent le mieux leurs clients, entre guillemets, et sans doute qu'il y a une plus forte résilience grâce à ça aussi, quoi. En termes de distribution, c'est ce que vous ressentez aussi? C'est un cinéma qui a besoin d'un temps long, c'est un cinéma qui... Enfin, ça dépend. Il n'y a pas de règle absolue. C'est un cinéma qui a besoin d'espace, qui a besoin d'espace en salle. Après, sa place, il la prend au fur et à mesure. C'est un petit peu compliqué de dire... que tel film a besoin de s'installer énormément, que tel film n'en a pas besoin. En fait, tous les films en ont besoin et tous les films ont besoin de place. Donc, je ne mettrai pas les films fragiles, entre guillemets. Effectivement, c'est assez moche. Différemment des autres. Enfin, je veux dire, pour moi, les films sont à traiter de la même manière, avec la même force, la même intensité. J'ai souvent entendu dire que le relatif succès d'Eva en août, c'était aussi joué parce qu'il n'y avait pas de blockbuster à ce moment-là et que du coup ça lui a donné une place et que c'était super et qu'il l'a prise. Je suis assez d'accord, mais on peut aussi se dire bah oui, mais peut-être qu'il aurait fait 2 ou 3 fois plus dans d'autres circonstances, après tout, parce qu'il y avait moins de séances, il y avait un public un peu volatile. C'est difficile de refaire l'histoire dans une situation aussi inédite. En fait, on ne peut pas savoir ce qu'aurait donné Eva en août dans un climat normal. Donc, je ne serais pas aussi... Je ne sais pas trop quoi vous répondre, en fait. Et pour juste quand même sur la 25e heure, on a déjà eu cette discussion... Moi, lorsque le concept de la 25e heure est apparu, je m'interrogeais énormément. Je me suis dit, ah bah tiens, ça va être la salle de service des salles de cinéma qui voudront pas programmer nos films. On dit, ah mais je te programme, mais sur la 25e heure. C'est notre salle virtuelle, c'est super, tu vas être dans notre salle virtuelle. Et donc j'avais une espèce de défiance sur cette idée de la 25e heure qui en fait éloignait ces films-là, faits pour la salle de la salle justement avec la 25e heure. Donc j'étais très 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 mal à l'aise, très sincèrement, avec cette idée. Le temps passant, évidemment, j'ai évolué. Je suis un petit peu obligée aussi. C'est un petit côté réel politique, mais c'est une réalité. Je me rends compte à quel point l'outil peut être important. Alors, je reste réservée sur les films inédits. Franchement, je pense qu'à un moment, un cinéaste, il fait un film pour la salle et que c'est l'écrin dans lequel il faut le présenter. Il n'y a pas à tortiller. Enfin, pour moi, c'est quand même quelque chose de très très important. En revanche, dans la perspective d'une réouverture, potentiellement sans séance de 20 heures, potentiellement sans séance de 18 heures. On parlait du film de Nora Martyr-Ossian tout à l'heure. Il devait sortir le 18 novembre, lorsque le nouveau confinement a été annoncé. On avait plus d'une cinquantaine d'avant-premières calées avec des soirées. Donc c'est juste un truc qui s'effondre. Effectivement, la 25e heure, il faudrait une sortie en salle et peut-être que quelques séances de la 25e heure pourraient permettre à des associations, notamment arméniennes, autour du Haut-Karabakh ou autres, de se réunir à une heure. Voilà. Mais pour moi, ça reste à la marge, en fait, sur les films inédits, ce qu'on peut faire avec la 25e heure. Et ce public, notamment, donc on a évoqué Eva en août et vous le disiez, on ne peut pas savoir quelle aurait été la vie d'Eva en août. Non, là, les séances, il y avait des séances qui commençaient, les salles de cinéma, à part MK2, certes, ouvraient à 16h. Au moment d'Eva en août, les salles ouvraient à 16h. À Paris, donc c'est un peu compliqué quoi de. Donc c'est pour ça, mais on a vu quand même des jolies films. On parle d'Eva en août, mais je pense aussi à du documentaire comme Adolescente, par exemple, qui a fait des très jolis succès, ou même Un pays qui se tient sage, qui a fait des beaux scores, qui ont eu aussi peut-être
un plus grand nombre de salles en sortie, en termes de nombre de copies. Justement, je vois ça avec les exploitants. Justement, comment vous l'avez ressenti alors, on a parlé de l'absence du cinéma américain, ce que vous disiez, ce qu'on appelle les blockbusters qui ont tendance à rafler un peu la mise en termes de copies. Vous, comment vous avez pensé cette programmation? Parce qu'à l'inverse, on pourrait renvoyer l'idée de certains films comme Adieu les cons, par exemple, ou peut-être Effacer l'historique, qui ont pris aussi une très grande ampleur, qui ont un nombre de copies très très grand au moment de leur sortie. Est-ce que cette absence du cinéma américain a permis une plus grande exposition du cinéma documentaire, par exemple, ou du cinéma d'auteur? Et qu'est-ce que ça dit, en fait, peut-être de la manière dont ce cinéma-là est traité en dehors d'une période de pandémie, quoi, et en dehors de l'absence des cinémas américains? Il y a beaucoup de questions là-dedans, mais déjà, voilà, comment vous avez pensé cette programmation de ce cinéma-là, en particulier documentaire? Écoutez, moi, ce qui est sûr, c'est que Eva, en août, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est très bien, on va le programmer. Alors c'est vrai qu'on a décidé d'ouvrir à 8h, voilà, hein, le matin, puisqu'on s'est dit, puisqu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain horaire, on va plutôt essayer d'ouvrir très tôt. Et en fait, plus ça va, plus on se dit qu'on pourrait même ouvrir beaucoup plus tôt encore. En fait, hein, on est de plus en plus dans cette idée, puisque au fond, on nous dit qu'on ne peut pas aller. On ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir, et on ne sait surtout pas à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure. Mais c'est vrai que si on devait ouvrir actuellement avec un couvre-feu à 18h, grosso modo, il y a 2 séances, voire une autre le matin. En réalité, on va essayer de réfléchir si on ne peut pas ouvrir encore plus sur les heures qui sont a priori possibles. Après, le rendez-vous que le spectateur a avec un film, bien sûr, le distributeur le prépare, l'exploitant le propose, mais c'est le spectateur qui se le donne, ce rendez-vous, hein, au fond. Et que, oui, ils sont peut-être plutôt allés voir certains types de films comme Eva en août, parce qu'il y avait peut-être moins, évidemment, de blockbusters et autres. Mais je ne pense pas que les blockbusters nous aient manqué tant que ça, en fait, hein, ni aux spectateurs, ni aux salles. Après, si on réouvre les salles avec beaucoup de blockbusters, chacun ira vers le film qui lui semble essentiel pour lui. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas d'ostracisme qui est jeté vis-à-vis d'une œuvre ou d'une autre. Hein. Tout ça, c'est une grande chambre d'écho, et puis chacun va vers ce qu'il pense être important, nécessaire, et qui a du goût, pour lequel il a du goût, au fond. Hein. Voilà. Maintenant, c'est vrai que si on prend par exemple le film de Frédéric Wiseman, 4h30, je crois, il fallait avoir du temps. Et là, dans le cadre de ce qui nous est arrivé, on pouvait faire 2 séances. Donc, c'était pas beaucoup. Hein. C'était difficile, je pense, pour les spectateurs de se dire, voilà, je vais aller voir le nouveau film de Frédéric Wiseman qui fait 4h30, il n'y a que 2 séances, et c'est celui-là que je vais choisir. Moi, je pense que c'était essentiel de le voir, et pour une raison qui est au cœur même du film, hein, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un film qui parle du récit. Qu'est-ce que c'est que le récit de chacun? Puisqu'au fond, le film est organisé autour d'une ville, donc Boston, où on voit comment ça se passe au cœur d'une mairie. Et puis, au cœur de cette mairie, on s'aperçoit que tout un chacun a un récit. Comme nous tous, au fond, on a tous un récit. Il n'y a pas que les gens célèbres qui ont un récit. Et comment ce récit, on va lui donner valeur, on va lui donner jour, au fond. Et Frédéric Wiseman, à un moment donné, montre à quel point chacun, dans cette mairie, a la possibilité de faire entendre son récit. C'est juste incroyable. C'est un des plus beaux films, hein, de cette année. Hein. Disons-le ça, aussi simplement que ça. Après, je crois que je suis parti
à côté de la question. Voilà, on est parti en recommandation cinéma et très très bien. Mais moi j'étais plus sur l'idée de la programmation de ces films. Sur la programmation, moi je veux bien rebondir sur effectivement aussi ce que ça a permis dans la pensée de la programmation. Il me semble que ça a permis de se rendre compte encore plus peut-être et avec une violence encore plus grande avec ce moment cette fausse ouverture du 15 décembre de la violence du marché, de ce que ça faisait au film, cette violence-là, et du coup, effectivement, quel espace les films avaient eu entre les deux confinements du fait de la diminution du nombre de titres et du fait du coup d'une exposition qui était différente. C'est une chose qui est à relativiser puisque on a eu moins de séances, puisque certains titres, là vous parliez, en fait, que si on prend les 3 films documentaires qui ont fait le plus d'entrées en 2020, on a Adolescente qui en a fait 105 000, on a Un pays qui se tient sage qui en a fait 101 000 et on a La Cravate qui en a fait 57 000. Voilà, donc ils sont sortis tous à des moments différents, etc. Et chacun a, et c'est le cas pour tous les films qui sont sortis en 2020, il y a des parcours de distribution qui ont été hyper difficile, super heurté. C'est ce que tu dis, tu vois, t'as une tournée avec 50 dates annulées. Sur Adolescente, je sais qu'Ad Vitam, ils avaient déjà prévu la sortie. Le film devait sortir en avril initialement, au même titre que par exemple un autre film documentaire qui est sorti en salle, qui s'appelle Autonome, le film de François Bégodeau, qui a eu des séances 25e heure, un peu sur la fin, etc. Et en fait, tous ces parcours, ils ont tous été très très difficiles, très compliqués et tout ça. Et finalement, qu'Adolescente ait fait 100 000 entrées, c'est un truc qui va dans la continuité du développement de cet auteur, de la présence de Lifshitz en salle, de la manière dont le film est sorti et tout ça. Et je suis pas sûre que la question des confinements et je sais pas exactement comment la diminution des titres a joué sur ce film-là, qui par exemple faisait 2h20 et qui du coup avait, en plus de la ventilation des salles, à jouer de sa durée. Enfin, donc il y a, de toute manière, moi j'ai l'impression que plus j'en parle avec les distributeurs, en plus la situation se complique. C'est-à-dire, on dit, il y a eu une embellie, il y a eu une place plus grande, etc. Et puis quand j'en parle, ils me disent, oui, mais non, mais en fait, il y a cet aspect-là à regarder, cet aspect-là. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que l'impression première qu'on a. Mais par contre, ce que ça nous a donné à voir encore plus, je crois, c'est vraiment la violence qui est faite au film et qui, moi, en tant que programmatrice, était une violence qui déjà me heurtait tous les ans au mois de novembre-décembre quand on avait 25-30 sorties par semaine. Et c'est quelque chose qu'on va avoir là quand on va réouvrir. Et qu'on devait, entre 25-30 titres, quand on a 3 salles, choisir qui est-ce qu'on va montrer, comment, avec des exigences de distributeurs sur du plein écran, avec des choses qui sont extrêmement compliquées. Et qu'est-ce qu'on va faire comme choix, effectivement, entre le film qu'on a aimé et le film qu'on doit passer, et comment tout ça va s'articuler. Et en fait, un truc, donc là, je pense qu'on va repartir, les exploitants et les exploitants indépendants, avec en tête cette idée qu'il va falloir qu'on soit solidaire là, quand on va réouvrir, de nos collègues distributeurs, parce que sinon, sur le court terme, dans les 6 mois, 1 an, c'est plein de distributeurs qui vont disparaître parce que les films n'auront pas la place de passer. Et vraiment, je crois qu'on se pose tous la question de comment le marché va se réguler. Et je crois qu'il y a plein de gens qui aimeraient qu'on ait déjà réouvert. C'est-à-dire que tout ce moment-là, les 3-4 mois où on va devoir écouler les 450 films qui patientent sur les étagères, ça va être très difficile. Et voilà, on aimerait peut-être avoir déjà passé ce moment-là. En tout cas, moi, je parle pour moi, j'aimerais avoir déjà passé ce moment-là. Ça va être dur. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. En fait, finalement, ces questions qu'on se pose, elles imposent une grille d'analyse en fait un tout petit peu plus fine que simplement les films qu'ici on défend, que ce soit des documentaires ou des films de fiction précaires ou précarisés, versus les blockbusters. En fait, il y a aussi, et c'est ce que vous disiez en parlant d'Adieu les cons, par exemple, ou des faciès historiques, c'est-à-dire qu'on est aussi pris dans un paradoxe, à un moment il faut l'appeler comme ça, d'avoir des films qui sont des films d'auteur, qui sont identifiés comme tels, labellisés comme tels,
et qui peuvent se retrouver à avoir des pratiques d'occupation des écrans absolument pas vertueuses et qui se font au détriment des films de la diversité pour le coup. Donc c'est-à-dire qu'en fait la question est beaucoup plus demande des gradients dans l'analyse, parce que ces films-là peuvent se retrouver à... On a vu exploser, ça nous a beaucoup inquiété d'ailleurs à l'ACID, on a vu fleurir au moment du couvre-feu des pratiques de ce qu'on appelle la multidiffusion, c'est-à-dire le fait qu'une salle de cinéma diffuse dans plusieurs salles, dans plusieurs écrans, le même film, qui dans des proportions absolument sidérantes. Et ça nous a beaucoup inquiété, parce que c'est de fait de l'espace qui est pris par des titres dont évidemment qui créent un appel auprès des spectateurs, parce qu'ils sont identifiés, parce que c'est des acteurs connus, parce que c'est des réalisateurs connus, qu'il y a une appétence et qu'il y a un désir qui est collectivement construit par les distributeurs en partie, et puis pas par que ça évidemment, mais qui se retrouvent à manger quand même de l'espace. Alors je suis d'accord que c'est impossible de refaire l'histoire, on ne sait pas ce qu'aurait donné la sortie des 20 en août ou de plein d'autres films dans un contexte normal. Pour autant, on peut quand même postuler, il me semble, sans faire d'erreur, que comme tu disais, un film a besoin d'espace. À un moment, quand tu as 4 écrans sur 6 qui sont mangés à 16h et 18h ou 17h30 par le même film, ça raconte quelque chose d'une pratique pas vertueuse. Et donc évidemment, je comprends la crainte d'Arlène et le désir qu'en fait ce moment-là soit déjà passé de la réouverture, parce que c'est évidemment ça qui risque de nous tomber dessus. Et là où ça nous inquiète aussi en tant que cinéaste, c'est que pour le coup, on est en tant qu'auteur beaucoup soumis dans notre parcours de financement et d'existence à l'existence de notre film en salle. Et si ce film ne sort pas en salle, quid de mécanismes d'aide auxquels on est censé avoir droit si le film est considéré comme une œuvre cinématographique, mais que se passe-t-il si le film sort en VOD directement et n'est pas exposé en salle? Qu'est-ce que ça raconte de l'engagement qu'on prend aussi vis-à-vis des histoires qu'on veut raconter? Comment on construit un lien avec un public, puisque c'est fondamental? Comment on construit un lien avec des salles, puisque pour le coup, les cinéastes que je représente aujourd'hui sont des gens qui tournent beaucoup, et c'est pas des tournées de promotion, c'est des tournées qui relèvent vraiment d'une pratique d'action culturelle très ancrée dans beaucoup de salles de cinéma sur toute la France, et c'est des liens qu'on construit avec les exploitants, ça. Et c'est fondamental, c'est aussi des rendez-vous qu'on prend pour le film d'après. Tout ça, c'est des choses dont des réalisateurs risquent d'être privés, enfin c'est les 50 avant-premières dont Nora n'a pas pu faire, et en fait ça hypothèque vraiment les films qu'on pourra faire ensuite. Et donc de ce point de vue-là, on est fatalement très très inquiet, au-delà même de la question du financement, mais simplement comment on existe en tant que cinéaste si on a été privé d'une sortie et de l'existence d'un film en salle. Et comment on finance les suivants? Comment on finance les films d'après? Absolument. Quand le premier a existé, vivoté, il y a pas, très sincèrement, il y a très peu de presse sur les sorties VOD. Enfin voilà, un film sans sortie salle, l'auteur, c'est un petit peu compliqué. Donc comment on finance le film d'après? Quel grand festival va s'intéresser à un auteur qui n'a pas eu de sortie salle? La question s'est posée un peu avec les films Netflix. Ça n'a rien à voir avec le problème qui nous intéresse aujourd'hui, mais il y a certains réalisateurs avec lesquels j'ai pu travailler dans le passé qui d'un seul coup sont devenus un petit peu à la mode et ont fait leurs films avec Netflix. Bon, en fait, les films sont passés sur Netflix, certes, mais n'existent aux yeux de personne d'autre. Donc il y a eu de l'argent pour les faire, c'est bien, ils ont été payés. Mais aujourd'hui, ça fait des trous dans leur carrière de cinéaste. Finalement, les festivals les identifient plus. Enfin, c'est des cinéastes qui disparaissent un peu du champ traditionnel dans lequel on est habitué de voir évoluer les films et les œuvres, en fait. C'est pas... Enfin, voilà. Et juste pour l'histoire dont on ne refait pas l'histoire, effectivement, les sorties, très sincèrement, juin, juillet, août, pour moi, c'est à part. On peut comparer à rien d'autre. En revanche, les sorties qui ont précédé le second confinement, enfin la fermeture des salles, septembre-octobre, là pour le coup, on peut vraiment faire des projections et on peut refaire l'histoire, enfin on peut vraiment y réfléchir parce que, comme le dit Arlène, on était dans une extrême violence du marché, c'était vraiment revenu comme en 40. Je peux en parler très sincèrement parce que moi j'avais un film qui sortait le 14 octobre. J'en ai parlé tout à l'heure d'Art Darkman et il se trouve que avec des salles hyper vertueuses qui aimaient le film, une belle programmation, une très belle presse, on a eu 3 jours d'exploitation normale et puis au lundi matin on s'est fait vraiment jeter, quoi. On s'est fait jeter avec des bons résultats. On s'est fait jeter parce qu'il fallait des séances de renfort.
pour Adieu les cons, pour ces films-là. Les exploitants avaient besoin probablement de ces films, évidemment. Mais ça a été d'une extrême violence. Et cette violence-là, elle n'est pas entre exploitants et distributeurs. Elle est de distributeur à distributeur, très clairement. Oui, mais sur la réouverture du 15, la violence, c'était aussi d'avoir au téléphone des distributeurs qui sont dits des distributeurs indépendants, qui voulaient ressortir leurs films à séance égale de celles qu'ils avaient quand on a fermé au mois d'octobre, et qui nous disaient « Oui, mais tous les autres films qui ensuite étaient prévus de sortir, non, cela n'existe pas. » Et en fait, on avait vraiment l'impression, c'est-à-dire qu'on était dans une situation où le gâteau était tout petit et tout le monde voulait en manger, quoi. Et il y avait un moment où, en réalité, il y avait plus de... C'était plus possible du tout, quoi. Et pour juste faire aussi un parallèle, il y avait sur ce que tu disais, Clément, sur la question des rencontres, etc. On voit aussi globalement, une des leçons qu'on peut tirer, c'est que les salles indépendantes ont globalement mieux résisté que les gros circuits sur la baisse des entrées, etc. Et que c'est bien la preuve que ce qui est construit par les salles indépendantes depuis des années et des années, qui est quand même l'éditorialisation, le lien humain, le rapport avec son public, etc., c'est quelque chose qui, en fait, fonctionne. Et c'est ce qui fait aussi que les gens sont revenus plus vite et nombreux aussi dans les salles dans lesquelles ils ont l'habitude d'avoir un lien, des rencontres, des choses comme ça. Et que c'est quelque chose où on sait... tous mes collègues différents à travers la France savent que quand on va réouvrir les salles, clairement, oui, des rencontres et les cinéastes vont venir et on va essayer de faire peut-être encore plus que c'était déjà le cas de nos salles des fêtes et des festivals permanents, enfin qu'il y ait quelque chose du désir et du plaisir d'être ensemble qui soit là, vivant, dès qu'on va réouvrir nos salles, en espérant qu'effectivement on ne doive pas les fermer à 17h55, puisque c'est vrai que ça va être... Après, c'est vrai aussi que les films qui sont sortis pendant cette période-là, c'était aussi des typologies de films qui correspondaient aux salles indépendantes. Enfin, c'est vrai que les gros circuits ont aussi souffert parce que finalement, elles n'avaient pas les films qui correspondaient à leur public. Je pense que c'est aussi ça qui a joué, quoi. En plus de votre travail, évidemment, par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi cet effet-là qui fait que... Enfin, nous, on s'est retrouvés, par exemple, à avoir des discussions avec des circuits qu'on n'a pas forcément d'habitude parce que il n'y avait pas les films, quoi. C'est quelque chose que vous pouvez confirmer, ou en tout cas, c'est un ressenti partagé ? Oui, concrètement, si par exemple on devait réouvrir maintenant avec un couvre-feu à 18h, il est probable que la grande majorité des distributeurs qui tous les jours disent c'est inacceptable que les salles soient fermées, ne nous confieraient pas pour autant leurs plus gros films, puisque ça s'arrêterait à 18h. Voilà. Bon. Donc concrètement, que ça soit, je ne sais pas moi, Le Pacte ou Warner ou autre, pour parler de grosses maisons, eh bien, ils nous donneraient probablement les plus petits films qu'ils aient, ou qu'ils ont plutôt que de nous donner des très gros films. Voilà. Bon. Donc concrètement, ce qui s'est passé dans cette fameuse période, c'est que les grandes maisons, prenons par exemple Adieu les cons avec Gaumont, ils ont dit oui, on est d'accord de vous donner Adieu les cons, mais il va falloir jouer un certain type de jeu quand même, c'est-à-dire qu'il va falloir nous donner la sensation que le film peut faire ses entrées et d'une certaine façon. Alors moi je n'ai pas multiplié le nombre d'écrans pour Adieu les cons, en l'occurrence, puisque c'était pas notre politique. Probablement que ça a été fait peut-être plus en province ou dans certains grands multiplex, je ne sais pas. Nous, on a essayé de garantir un peu cette diversité, cette multiplicité. Je sais que ça s'est fait. Voilà. Bon, concrètement, il y a des salles qui ont peut-être dû faire ça aussi pour continuer tout simplement à rester ouverts, hein, parce qu'ils n'avaient pas, forcément le public pour voir tous les autres films. Je ne sais pas. Hein, voilà, je ne peux pas parler en leur nom, en tout cas. Mais c'est compliqué parce que la réalité, c'est que plus il y a de films, c'est un petit peu comme pour les restaurants, plus il y a de restaurants, eh bien en fait, plus il y a de gens qui vont au restaurant. C'est ça qui est assez étrange. On pourrait penser que dans un quartier, il vaut mieux avoir un seul restaurant et puis que ce restaurant, il va bien marcher plutôt que d'en avoir 5. Mais en réalité, non. C'est-à-dire que s'il y a 5 restaurants, eh bien, il y a plus de gens qui vont au restaurant et qui vont de l'un à l'autre, etc. Et je ne dis pas qu'il faut pour autant construire que des multiplex, hein, c'est pas du tout ça. Mais il est clair que plus il y a d'offres,
et bien au fond, plus il y a une appétence pour les films. Alors après, le spectateur, la spectatrice, qui va aller vers des films, je dirais, pas forcément fragiles, effectivement, mais plus exigeants, qui se sont faits d'une certaine façon, qui engagent peut-être plus de réflexion. On disait d'Hölderlin, il a une poésie pensante. Bon, on ne dit pas ça de tous les poètes, hein. Et donc il y a évidemment des cinéastes pensants. Il y a des cinéastes qui subitement produisent des œuvres avec du contenu, etc. Et que c'est pas forcément fait pour le moment de détente, entre guillemets. Moi, je vois dans une salle de cinéma combien de fois ça m'est arrivé au MK de Beaubourg d'entendre des gens qui n'aimaient pas que quelqu'un dise à la caisse « Je voudrais un film pour me détendre ». Voilà, il y avait forcément un spectateur ou une spectatrice derrière qui disait « Moi, c'est le contraire, je voudrais un film pour me tendre. Je ne veux pas un film pour me détendre. » Etc. etc. Donc, au fond, il y a toujours une espèce d'ostracisme qui est jeté sur le film un peu plus large. Bon, c'est comme ça, c'est pas si grave, chacun s'y retrouve. Et puis, au fond, c'est pas là qu'est l'essentiel. Moi, j'oublie pas, par exemple, qu'à la fin des Illuminations de Rimbaud, le dernier poème, c'est Solde. Voilà, c'est Solde. Est-ce que Rimbaud voulait nous dire « Allez, c'est bon, on solde, on ferme, et maintenant on solde ?» Donc non, je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire, mais il n'empêche que c'est Solde qui clôture les Illuminations. Donc au fond, nous, on ne peut pas être en tant qu'exploitant, en tant que programmateur dans les soldes. On n'est pas là-dedans. On essaie de trouver la place la plus adéquate et la plus durable pour qu'une œuvre, un film, rencontre son ou ses publics. C'est ça, en fait, notre travail. Et que, bon, au fond, souvent, on nous dit, vous, les programmateurs, vous avez des cœurs d'artichaut. Parce qu'au fond, vous allez aimer City Hall, et puis vous allez aimer Eva en août, et puis vous allez aimer Adieu les cons, et puis, bah oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème d'un programmateur, c'est qu'au fond, arrive un flot de 15 à 20 films par semaine. Je ne dis pas qu'il faut tous les aimer, mais il faut tous les voir avec attention. Et puis, il faut essayer de les positionner au bon endroit, etc. Mais notre travail à nous, il n'est pas là. Notre travail à nous, il est que lorsque on rencontre une œuvre et qu'on pense qu'elle doit tenir, eh bien c'est là qu'arrive notre travail. Notre travail, ce n'est pas simplement de voir et de choisir le film, c'est de le tenir, de semaine en semaine, et de faire en sorte qu'il rencontre le plus grand nombre de spectateurs. Alors parfois, on est obligé de rentrer dans des formes de multiprogrammation. Et au fond, quand je discute avec mes copains en province, ils me disent oh bah tu sais, chez nous, le plein programme, c'est 3 séances. À Paris, c'est pas possible de dire qu'un plein programme, c'est 3 séances. À Paris, c'est 5 séances, voire 6. Et que quand on commence à dire à un distributeur, écoute, je vais passer à 4, ils disent, attends, tu ne vas pas faire de la multiprogrammation, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, donc, au fond, chacun est avec sa forme d'exigence, mais ce qui nous porte tous, à un moment donné, entre les distributeurs et les programmateurs, c'est que, au fond, on les voit, les films, on voit les œuvres. On sait bien qu'il va falloir donner parfois beaucoup de temps pour que l'œuvre soit vue par par la multitude, par le plus de gens possible. Bon, alors après, évidemment, si on parle d'Adieu les cons, il y a une force de sortie, je dirais. Déjà, c'est un distributeur qui a son propre réseau de salles. Donc ça sort massivement dans ces salles. Après, ça sort évidemment, parce qu'il y a des accords entre les grandes maisons. Je dirais qu'au fond, si UGC ne sort pas amplement un film de Gaumont, bah, au fond, que deviendra le film du UGC chez Gaumont après, voilà, etc., etc. Donc il y a des formes de choses comme ça. Et puis, il y a un travail de marketing qui fait que, bon, ben, on pense que le plus grand nombre de spectateurs va être attiré par ce film. Bon. J'allais faire une mauvaise métaphore, mais on ne tombe pas tous amoureux de la même personne, au fond. Donc, on a beau nous dire qu'il y a, je ne sais pas, on ne va pas tous tomber amoureux de Miss France, voilà, grosso modo. Donc, on ne va pas tous tomber amoureux du même film. Et ce n'est pas parce qu'on va nous dire, eh bien, en réalité, tout le monde devra aller voir ce film-là, que tout le monde va le voir. Bon, voilà, il y a un plus grand nombre qui vont voir ce film, mais ceux qui ont vu Eva en août, ou City Hall, ou d'autres films qui étaient parfois beaucoup plus peut-être restreints dans leur cible au départ, on ne sait pas, enfin bon, qui n'ont pas été forcément choisis, il est possible que ceux qui les ont vus les ont vraiment vus et les ont vraiment aimés. Et voilà, et que ça a peut-être changé une partie de leur vie quotidienne, sinon de leur vie tout court. Voilà.
Je voulais juste rebondir. Alors, Oui, c'est pas du vas-y, tout Clément. pour lancer les hostilités, mais de fait, dans les études qu'on a produites sur la question de la multidiffusion au moment du couvre-feu, ça concerne beaucoup les salles parisiennes, ça concerne aussi les salles de moins de 6 écrans, et ça concerne aussi MK2. Alors, je veux bien Je dis qu'on pas soit- que vous Non, avez mais- en tête toute la grille, Non, mais je veux juste dire que... Je veux bien qu'on soit précis. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire Non, je comprends pas. C'est parce que ça veut dire que, par exemple, sur le MK2 Odéon, oui, sur les séances du week-end, oui, le film était dans 4 salles sur 6. mais c'est pas possible. C'est Mais c'est juste pas possible. Dans ce cas, on confrontera les données, mais on a analysé Mais je vois pas les de quoi- séances sur je- Allociné, donc je vois c'est pas ça de quoi, qui est sorti. Je vois pas de quoi vous me parlez. Sincèrement, je vois pas de quoi vous me parlez. C'était pas, je voulais dire, je pointais juste parce que je veux juste dire qu'en tout cas, c'est sans doute pas un problème provincial, c'est aussi ça concerne beaucoup les salles parisiennes. Non, mais si, Et c'est ce un que problème j'essaye de comprendre, c'est que si, ça pourrait dire que, par exemple, Adieu les cons était dans 4 salles en même temps à la séance de 16 heures. Oui. Mais c'est pas possible. C'est ce qui Je est ne peux ressorti. pas vous laisser dire ça. Très bien, Ce bah, n'est ne pas rentrons possible. pas dans ce débat-là du coup, Mais parce non, que mais- c'est données contre données ou. Non, c'est un autre débat. C'est un Je autre pense sujet. que ce qui est intéressant, c'est de montrer en effet peut-être une concentration, et vous l'expliquiez aussi, de parfois de certains films pour des raisons et marketing et autres qui font qu'on met peut-être plus l'accent sur eux. Et on va y revenir dans une dernière partie. C'est qu'est-ce qu'il faut peut-être retenir de ce qui s'est passé dans cette période. Encore une fois, je n'ai plus d'adjectif. Covid, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être retenir pour l'avenir de cette programmation et l'avenir de ce retour en salle pour les films qui nous intéressent. Mais je pensais aussi à la 25e heure, c'est-à-dire sur cette plateforme avec ces salles virtuelles. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement autour des films comme le documentaire ou ce cinéma d'auteur? Est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que le public était présent? Comment le public a réagi? Vous avez un peu des données. Qu'est-ce que vous avez pu observer finalement sur parce que c'est une autre manière d'accéder au cinéma. On a parlé de défendre la salle, évidemment, mais c'est une autre manière d'accéder au cinéma. Donc, comment le public a réagi sur la 25e heure? Avant ça, je voudrais juste faire part de mon expérience personnelle de la cinéphilie, en fait. Parce que moi aussi, je suis, l'expérience de la salle, c'est la question se pose pas, la meilleure manière de voir un film, comme voir la Joconde, il vaut mieux la voir au Louvre. Mais en l'occurrence, ma cinéphilie, je l'ai pas fait sur un grand écran, je l'ai pas fait ni sur des lecteurs VHS, je l'ai fait en regardant les séances de minuit sur un petit écran de télé dans ma chambre d'étudiant quand je faisais du droit, et que finalement j'ai commencé à découvrir des films que j'aurais jamais vus de toutes les manières en salle de cinéma ou de façon rarissime, des films de Renoir, de René, tous ces films des années de 30 à 70, ils ne passent pas en salle et on peut très bien les découvrir. Et pour autant, ce sont des œuvres de cinéma et qui n'ont pas, forcément une place actuellement, qui l'ont eu à leur époque. Mais je ne pense pas qu'on doive réduire un film au fait qu'il soit diffusé ou pas en salle de cinéma. Et tous les ans, en France, il y a des films produits en tant que film de cinéma qui vont peu ou pas du tout en salle, et pour autant on va pas remettre en question le fait que ce soit des cinéastes, puisqu'ils vont quand même faire des carrières en festival de cinéma, mais peut-être que malheureusement ils sortiront jamais en salle. Mais pour revenir plus concrètement à la question, les documentaires aujourd'hui qu'on sort qui sont sortis par les distributeurs ou qu'on sort nous en tant que distributeurs sur la 25e heure, clairement le taux de remplissage est plutôt meilleur, puisque ce sont des films qui sont travaillés par des distributeurs qui ont cette habitude-là, quoi. Vraiment d'aller chercher en appui du travail que va faire le programmateur de la salle, ce travail de réseau qu'ils savent faire avec donc, les associations, etc. Donc effectivement, c'est assez clair que c'est plus facile de travailler ce genre de séance. Maintenant, on a fait des séances, là cette semaine c'était intéressant, il y a des séances des films des Lumières, tous les films qui ont été primés aux Lumières, et des films qui sont dans le cadre du Best of Doc, la deuxième édition du festival Best of Doc. Finalement, ils sont travaillés très bien de part et d'autre, et on en arrive à des séances qui sont à peu près aussi remplies, sachant que c'est assez intéressant d'avoir par exemple l'été 85 avec deux acteurs principaux. Je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup de séances avec des rencontres, mais il y a aussi un vrai intérêt du public, pas simplement pour le débat, mais aussi pour le fait d'avoir accès à ce canal d'échange avec des personnalités, en fait, tout simplement, ou le réalisateur, la réalisatrice, ou les acteurs des films. L'une des meilleures séances qu'on a faites d'ailleurs,
C'était Papy-Chat, je crois c'est plutôt Jour de Fête, qui avait réuni 1200 spectateurs sur une vingtaine de salles. Donc il y avait les trois des actrices principales, et là il y a eu un vrai engouement du public, il y a eu un gros travail de fait par Jour de Fête. Donc voilà, ça peut très bien marcher, en tout cas la séance virtuelle, surtout dans un moment où les salles sont fermées. Maintenant, on parle de la question de la reprise. Nous, ce qu'on va déclarer dans les semaines qui viennent, et on va injecter, on va dire, de l'essence dans le système, c'est-à-dire on va sortir des films comme on l'a fait le 1er avril de l'an dernier, en disant que ça va être un carnage. Je pense tout le monde le sait, 450, 500 films qui vont pas sortir, qui vont vouloir sortir. Le marché était tendu avant, là ça va être un carnage, et beaucoup de distributeurs vont pas réussir. C'est-à-dire ils vont peut-être à l'arraché se dire le vendredi soir, c'est bon, j'ai mes 5 copies et je vais pouvoir avoir mes aides à distribution et avoir suffisamment de séances pour montrer que j'ai fait une vraie sortie. Et puis le lundi matin, ah bah non, on m'enlève 3 salles, j'ai plus que 2. Et ça va être un carnage. Ils ont engagé les frais de distribution, ils vont se retrouver dans une situation qui va être absolument insoluble. Ils vont aller pleurer au CNC en disant j'ai pas pu, voilà, regardez les mails. Donc les exploitants vont d'abord pas prendre le risque de leur dire oui parce que ce sera trop dangereux de leur dire peut-être non. Enfin, ça va être un enfer. Et la situation va être extrêmement tendue. Donc nous, on se dit que, comme ça a été le cas pour le film qu'on a sorti le 1er avril, qui a eu énormément de presse, il faut sortir certains films maintenant, en gardant dans l'écosystème les salles de cinéma, pas sortir directement en VOD, dire aux journalistes, il y a des films qui sortent, arrêtez de parler de VOD, de plateformes américaines, de sorties DVD, on ne parlait pas que de ça, puisqu'ils sont en train de se reconvertir aussi, hein, les journalistes, ils n'ont rien à dire si ce n'est ça. Disons-leur, il y a des sorties qui sont faites avec les salles de cinéma, en salle virtuelle certes, et puis surtout ça permet aussi de remettre de la certitude dans une période qui est complètement incertaine. Et nous, c'est ce qui s'est passé pour Mon nom est Clitoris, qu'on avait daté le 22 juin, une nouvelle fois on se basait sur les dires des épidémiologistes, et on se disait il y aura peut-être une fenêtre de tir autour du 22 juin, qui était un mercredi. On l'a daté au 22 juin, et puis finalement, je crois que les salles ont réouvert le 24 ou quelque chose comme ça. Et donc on a fait une avant-première en salle virtuelle le 22, on n'a pas bougé notre date, et puis après on a retrouvé le chemin de la salle. Donc le fait de sortir en salle virtuelle n'obère pas le fait d'aller ensuite retrouver le chemin de la salle en présentiel. Mais donc je pense qu'il va y avoir besoin de remettre de la certitude. On pense qu'on a un élément qui peut ramener cette certitude, qui permet d'avoir un plan pour dire je sors à telle date, je fais des avant-premières, je fais des projections d'ailleurs qui sont les rares projections dans les salles de cinéma avec les attachés de presse et les journalistes. Et comme ça on désengorge le marché, parce que sinon ça va être vraiment un carnage. Et personne s'était mis d'accord le 15 décembre. À mon sens, personne ne se mettra réellement d'accord sur une semaine blanche. Et voilà. Et la situation risque de provoquer la défaillite, puisqu'il n'y aura plus la perfusion de l'État pour aider. L'État dira voilà, maintenant vous pouvez refaire votre métier, sauf qu'il y en a qui ne pourront plus le faire parce qu'ils n'auront pas de fenêtre. Et justement, ces histoires d'aide dont vous parliez, en fait, les aides de l'État, c'est quelque chose qui vous avez été aidé pendant cette année. Vous en avez bénéficié de ces aides particulières à la diffusion est-ce que vous avez il y a eu des aides évidemment pour le chômage partiel et tout ça, mais il y a eu aussi des aides à la diffusion par le CNC, par l'État. Est-ce que vous en avez eu? Vous avez le droit, en fait. Chaque distributeur a un peu... ça dépend comment on est aidé à la base par le CNC. Alors, il y a quand même une chose à dire, c'est que le CNC a essayé d'être quand même le plus réactif possible à chaque fois. C'est vraiment une réalité. On a eu des interlocuteurs, alors je ne parle pas... nos interlocuteurs au service des aides sélectives à la distribution ont été là et très présents, quoi. Et à l'écoute, après, ils ne maîtrisent pas tout, mais voilà, Après, il se trouve que... Comment ? Je dis c'est bien de le noter quand quelque chose est bien. C'est vraiment une réalité. Ouais. Et avec un sens un sens de notre précarité, de notre faiblesse temporaire très net. Mais une écoute en tout cas. Après, nous par exemple, contrairement à Mathieu chez Météor, nous chez Arizona Distribution, Mathieu tu parleras de ton cas après, on a une aide au programme. Donc ça veut dire qu'on a bénéficié des films qui étaient dans le cadre du programme, ont eu une majoration en fonction de leurs frais de sortie, un petit soutien sonnant et trébuchant. Et les films français ont eu une majoration de leur fonds de soutien. Bon, moi, évidemment, j'ai sorti 0 film français, donc la majoration du fonds de soutien, je ne l'aurais pas. Et j'avais des frais de sortie relativement bas, autour de 50-55 000 euros, je ne me souviens plus. C'était des frais de sortie plutôt modestes pour les films de cet été-là, en tout cas moins de 60 000 euros. Donc, on a eu une aide de 9 000 euros par film. 9 000 euros, ça correspond à peu près à 4 500 entrées. C'est évident qu'on a perdu bien plus que 4 500 entrées par film.
Mais voilà, pour les films étrangers, c'était le tarif. Pour les films français, c'est vraiment différent. La majoration du fonds de soutien, c'est très très important pour eux, par entrée. Mais il se trouve que j'en ai pas bénéficié, donc je ne peux pas en parler. Voilà. Et donc il y avait un cas Et particulier. Et toi, t'as pas de fonds de Mathieu soutien. Ouais. Non, mais je me suis pas beaucoup exprimé depuis le début. Bon, après, oui, enfin, les aides, il y en a eu, il y en a encore, ils ont été plus ou moins tardives. Je pense qu'il y en a pour la salle, là, il y en a pour les distributeurs, il y en a eu pour pas mal de gens en France. Moi, je suis assez sidéré, même de tout cet argent et d'où il vient. Donc, je sais pas enfin, j'ai été aidé, j'estime, moi, correctement par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc merci, au CNC effectivement, les aides sélectives et tout ça, peut-être ça mériterait même encore plus de finesse, je ne sais pas comment tout à chacun a été aidé, mais voilà, mais après par rapport à toutes ces discussions, enfin voilà, on parle beaucoup Pierre-Emmanuel de la 25e heure et tout ça. Pour moi tout ça s'oppose pas forcément, je trouve qu'on vit dans un monde quand même qui bouge, que la salle, j'y suis extrêmement attaché, je pense que c'est une expérience irremplaçable. Après, ce à quoi je suis encore plus attaché, c'est les films. Et j'ai l'impression quand même que cette année-là, ce qu'elle a montré, peut-être qu'on aurait pu dire pour démarrer, c'est en fait la responsabilité qu'on porte chacun vis-à-vis des films, nous en tant que distributeurs, et les salles aussi. Et ça, je pense que c'est honnêtement la base de notre relation. C'est déjà le point de départ, la rencontre, elle se fait avec le film, que ce soit en amont avec les producteurs et les auteurs, qu'en aval avec les salles de cinéma. Et ça, je pense que ces dernières années, c'était devant le nombre de films, effectivement, l'attachement multiple qu'on peut avoir à un film, quelque chose, quand même, il y a une fracture importante entre le passage de la distribution à l'exploitation. Et ça, c'est une vraie question parce que moi, je jette la pierre à personne en disant ça. Je suis pas exploitant de salle. Je trouve que c'est un très beau métier, à part ce mot. Mais en même temps, je me mets à votre place. Moi, toutes les semaines, avoir 15 à 20 films à traiter, c'est quand même le choix est difficile. On peut pas mettre la même implication et le même travail sur chaque film. Donc, enfin voilà. En tout cas, moi, mon métier de distributeur, c'est comme ça que je le conçois. C'est comment on peut accompagner ce travail-là. Et à partir de ce moment-là, ce que j'attends en retour, c'est effectivement que l'engagement il soit tenu. Donc c'est ce qu'on essaye, je pense, tous de travailler. Moi, j'ai l'impression que cette période-là, elle a montré à quel point les films nous manquaient quand même. Enfin, voilà, la 25e heure, moi j'ai trouvé ça... ça m'a permis de faire exister un film. Je pense que tu parlais tout à l'heure de comment travailler pour pas un seul film. Un auteur, c'est pas un seul film, c'est pas un coup, c'est de nombreux films, et le plus possible, et toujours travailler pour nous, les aider au film suivant. Et la presse, notamment les festivals, représentent autant d'importance presque que son nombre d'entrées salles par moment. Donc nous, évidemment, ça ne nous suffit pas, il nous faut aussi inventer un modèle économique en tant que distributeur. Mais ce que moi je reconnais à la 25e heure, en tout cas à ce moment-là du confinement, je suis plus dubitatif aujourd'hui, personnellement. Moi j'ai un peu fait le chemin inverse peut-être. Mais c'est que voilà, dans un moment très strict de confinement où chacun avait besoin un peu de se retrouver, vraiment, enfin, ouais, cet outil-là, il a permis ça. Et je pense qu'il a permis de faire exister un film comme Sankara n'est pas mort, peut-être mieux que ce qui n'aurait existé en salle par ailleurs. Je le dis vraiment, je parle pour son auteur, hein, je parle pas pour moi. Après, d'un point de vue économique, clairement pas. Ça, enfin, je veux dire, sans rentrer dans les détails par rapport à les frais qu'on engage sur une sortie qu'on a essayé de faire vraiment très sérieusement avec le soutien du CNC, je tiens à le préciser. Je l'aurais jamais fait. Donc moi, je suis au film par film, je suis pas au programme. J'avais une aide sélective pour entrer dans la différence. Je me suis assuré évidemment que le CNC maintienne cette aide pour nous permettre d'engager des frais dignes de ce nom, même sur une sortie dite virtuelle. En tout cas, ce que je trouvais intéressant avec la 25e heure, c'est la dimension prescriptrice, c'est-à-dire qu'on affirme qu'une salle de cinéma, ce n'est pas qu'un endroit où on monte de films et qui serait là pour répondre à une demande, mais que c'est un lieu qui choisit des films et qui les montre. Et c'est donc une logique de l'offre. Et je pense que la salle de cinéma, la vraie différence, c'est que c'est une politique de l'offre. Avec tout le reste. Je pense notamment par rapport au petit écran et encore plus par rapport à la plateforme, parce que la plateforme, c'est au contraire un énorme volume. Et c'est plus de l'offre, quoi. C'est en fait le téléspectateur va aller vers la demande.
Donc, le programmateur va aller vers ce que demande le téléspectateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose, moi, que j'ai espoir quand même qu'on arrive à l'affirmer. C'est que la salle soit un lieu où on offre un film à voir. Et ça, je pense, effectivement, sans régulation, au-delà du question, effectivement, du nombre de copies, du nombre de séances, et tout ça. Mais en tout cas, c'est d'encourager, et je pense qu'il y en a beaucoup de salles de cinéma aujourd'hui et d'exploitants en France qui souhaitent faire ce travail-là, qui conçoivent leur travail comme ça. Simplement, elles ne sont pas protégées vis-à-vis des agressions et encouragées vis-à-vis des subventions pour soutenir ce travail-là, qui est un travail aussi épuisant, parce qu'il demande des moyens humains. On parle du documentaire, organiser des débats, et tout ça. Nous, on peut prémâcher le travail, ça n'empêche que sur place, faire 1, 2, 3, 4 débats par semaine, c'est épuisant, c'est fatigant et tout ça. Donc c'est comment ce travail-là peut se mettre en place. Qu'est-ce que le cinéma? C'est peut-être une première question que tu as soulevée, Clément, mais moi cette question-là, elle est vaste. Mais en tout cas, moi j'ai la sensation que la salle de cinéma, il y a un lieu, c'est un lieu où il y a un certain nombre de propositions qui sont, je ne pourrais pas les chiffrer, mais quand même qui ne sont visibles que là. Et c'est ce qui fait l'identité de la salle. Ils ne seront jamais visibles sur une plateforme, jamais sur un petit écran. Et c'est pas forcément les plus gros succès. Donc comment on peut soutenir le travail des exploitants qui ont, je pense, profondément envie d'affirmer ça, tous, mais qui sont aussi dans une logique économique. Et je pense qu'à ce titre-là, c'est encourager la cinéphilie, encourager les spectateurs à venir voir des films plus difficiles. Et je pense effectivement s'emparer du virtuel aussi, des rencontres. Pour une salle, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est pas se couper du public, c'est pas se couper du cinéma, mais c'est encourager, là je te rejoins, une cinéphilie commune qu'on a envie de défendre. Donc il y a des aides en France, il y a de l'argent, on a été soutenu. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, et comment la multiprogrammation à Paris, c'est des sujets dont on parle beaucoup. Moi, je n'y suis pas archi favorable, mais en même temps, ça, on en parle régulièrement ensemble. Moi, la garantie d'avoir un film 6 semaines à l'affiche sur 2 séances par semaine, ou l'hypothétique possibilité d'avoir un film à l'affiche à 5 jours au-delà de 2 semaines, je pose la question, y compris des fois dans les discussions qu'on a sur le placement d'un film dans un quartier, quand on doit choisir entre 2 salles. C'est des discussions, et on ne peut pas manger, toutes les salles ne pourront pas manger tous les gâteaux, tous les distributeurs ne pourront pas avoir tous les films à distribuer pour soi. Et je pense la vie est faite de joie et des fois de frustration, et c'est pas grave. Et je pense que si on accepte tous, en gros, de gagner moins, mais de construire quelque chose d'un peu plus ambitieux peut-être que simplement une loi du marché qui est quand même extrêmement... Enfin, on sera tous tristes, je pense. Ce qui est compliqué en fait à Paris, c'est que, et là il y a peut-être une réforme à faire, je ne sais pas, c'est que tout est organisé par quartier. Il y a un quartier centre, il y a un quartier latin, un quartier Bastille, un quartier Champs-Élysées, Opéra, Montparnasse, etc. Sur ce quartier, il peut y avoir une salle, et il peut y en avoir 5, avec chacun une multiplicité d'écrans. Tous les quartiers veulent avoir les mêmes films. Grosso modo, il sort 15 films. Sur ces 15 films, il y en a 5 ou 6 de marquants, possiblement marquants à différents niveaux. Certains d'un point de vue commercial, d'autres d'un point de vue de la puissance de l'œuvre. Et en réalité, tous les quartiers veulent avoir accès à la totalité de ces films. Et à l'intérieur même de chacun de ces quartiers, tous les cinémas veulent avoir accès à l'intégralité de ces films. Prenons un petit exemple comme ça, City Hall, quartier centre, le Luminor pour avoir envie de le sortir, le MK de Beaubourg a envie de le sortir, UGC des Halles pour avoir envie de le sortir. Voilà. Donc en réalité, c'est ça, multiplié par la totalité des quartiers. Alors en l'occurrence, ce film n'est pas sorti comme ça, mais il y a un grand nombre de films à Paris qui sortent avec un nombre exponentielle de copies qui fait qu'il n'y a pas de place pour les autres films. C'est aussi simple que ça. Alors après, c'est quoi la solution? Multiprogrammation? Compliqué. On rentre déjà dans les soldes d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au fond, si on commence à dire un film qui a 5 ou 6 séances possibles, on va en faire que 2 ou on va en faire que 3, on n'est déjà plus tout à fait en train de parler de la même chose. Bon, et ça, cette réforme-là, c'est presque une réforme de mentalité.
Au fond, est-ce que si j'habite Paris, et je suis désolé de parler que de Paris pour cet exemple, mais et que j'habite par exemple au Quartier Latin, est-ce que je pourrais éventuellement aller le voir à la Bastille, ou est-ce que je pourrais le voir éventuellement à Montparnasse? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tous les films, ou des 5 ou 6 films dans tous les quartiers? Et parfois, effectivement, au Quartier Latin, on va se retrouver à 2 ou 3 copies avec le même film. Donc ça, il faut le penser. Pour le moment, c'est pas pensé. Donc ça crée un embouteillage colossal. Et c'est vrai, tout à l'heure, vous évoquiez qu'il y aurait environ peut-être 400 à 500 films qui vont être là sur les étagères. Sincèrement, je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour leur donner à la fois leur place, leur durée, leur nombre de séances, je ne sais pas. Voilà. Là, il y a une question, il y a un travail à faire ensemble. Mais ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'on réfléchisse tous, et que justement, peut-être que les 5 séances par jour, c'est un modèle auquel il va falloir mettre fin. Et qu'en fait, il va falloir que les distributeurs acceptent, mais tous, que en fait, le spectateur du Quartier Latin, peut-être qu'il peut, comme vous dites, aller à la Bastille, puis peut-être que si le film ne passe pas à 14h, il peut peut-être attendre 16h pour le voir. Il y a quand même des choses où, en réalité, mais ça, on est bloqué partout. Il y a les distributeurs qui essayent de se parler en ce moment sur la mise en place d'un calendrier concerté, sur la mise en place d'une semaine blanche, etc. Il y en a plein qui sont de bonne volonté, mais on se heurte aussi à des choses, notamment à la législation européenne sur les questions de concurrence, qui font que dès qu'on essaye de mettre un peu de régulation dans un marché qui est quelque chose... Dans une exception française que la terre entière visiblement nous envie, sauf que finalement, quand on essaye de réguler un peu justement ce marché-là pour que cette exception puisse survivre, et ben en fait, il y a plein d'empêchements qui sont là partout. Et puis une autre chose, c'est que les salles, quand elles vont réouvrir, toutes les salles, bien entendu, n'étaient déjà pas égales avant la fermeture, mais ne seront certainement pas égales au moment de la réouverture, puisque il y a un certain nombre de salles qui ont bénéficié des aides du chômage partiel et du fonds de compensation, notamment des grosses salles associatives, des grosses salles privées, etc. Les salles publiques municipales, c'est des aides dont elles n'ont pas bénéficié. Donc il y a tout un panel de salles qui sont pas des grosses salles, qui vont avoir au moment de la réouverture des difficultés, justement des possibles compressions du nombre de séances, possibles compressions de frais, de personnel, de choses comme ça. Donc on va avoir des vraies différences entre des circuits indépendants qui, pour l'instant, quand ils sont fermés, se portent pas si mal, en tout cas pour certains avec lesquels j'ai pu discuter, et puis d'autres devant qui les difficultés vont être. Donc il va y avoir ça va se jouer à plein de niveaux. Oui, il y a plein de discussions en cours, malheureusement. Moi, je ne peux pas en parler. Moi, je suis membre d'un syndicat qui est le SDI, un groupe de travail qui a été constitué, qui travaille sur la question de la réouverture et d'une espèce d'organisation potentielle de calendrier. C'est vrai qu'il y a une histoire d'autorité de la concurrence qui est compliquée. Et il se trouve qu'on a une réunion jeudi où on va parler de ça. En fait, ils vont nous faire remonter un petit peu tout leur travail. Et c'est vrai que tant que j'ai pas eu cette réunion, pour moi, c'est impossible d'en parler, parce que je suis pas au courant. Mais je pense qu'au DIR, ils doivent aussi y réfléchir. Enfin voilà, les différents syndicats essayent de s'organiser, mais c'est effectivement très complexe. Et tout à l'heure, Clément, on parlait de régulation aussi. Enfin, la CID avait des idées de régulation, et avec ce qu'on entend, avec les propositions, la difficulté visiblement avec cette réouverture du nombre de films, la difficulté pour les salles elles-mêmes, les possibilités qu'offre aussi peut-être la salle virtuelle, ces réglementations, comment elles peuvent, quelles sont-elles en fait de la part de la CID aussi, en tout cas ces demandes de réglementation? Elles sont anciennes, d'une part, en fait, elles dataient, c'est ce que je disais, d'avant le Covid. Elles sont sûrement un peu techniques aussi, et je ne sais pas si c'est pertinent de rentrer dans le détail, mais elles rejoignent, à mon avis, des propositions que le SDI va formuler et que d'autres acteurs veulent formuler. Évidemment, la question de la possibilité de mettre en place un calendrier concerté se heurte au principe de libre concurrence, puisque c'est une entente illicite, grosso modo. Donc évidemment, ça pose une question. Donc, je crois qu'on est tous collectivement suspendus à la décision de l'autorité de la concurrence qui a été saisie par la médiatrice du cinéma, en l'occurrence.
nous, disons qu'on a la sensation que cette demande de régulation, qu'on formule depuis longtemps, elle se fait aussi au nom de ce que j'entendais en fait en filigrane de ce que tu disais, Arlène, c'est-à-dire la question de l'intérêt général et donc de la place du spectateur. C'est-à-dire, au fond, quelle est aussi la mission d'une salle de cinéma, quelle est sa fonction de passeur, quelle idée on se fait de ce que doit être ce lieu-là, quelle idée on se fait du cinéma qui doit être montré. Et effectivement, ça semble peut-être une évidence, mais c'est vrai qu'un programmateur peut montrer des films qu'il n'aime pas. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est je ne sais plus qui de vous deux a formulé ça. Qu'est-ce que je dois montrer ? Je pense que la question est vraiment là. Qu'est-ce que je dois montrer pour que la diversité du cinéma dont on est si fier en France existe vraiment à l'endroit où elle doit exister, c'est-à-dire dans la salle. Donc, c'est au prisme de cette idée très, très haute qu'on se fait de l'intérêt général qu'on formule nos demandes de régulation, en fait, qu'on est en attente. Alors évidemment, on sera suspendu à beaucoup de décisions et à la capacité de s'entendre entre nous, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui vont des auteurs qui sont trop souvent d'ailleurs exclus de ces discussions. Or, c'est une vraie. J'ai beaucoup entendu le mot violence dans vos interventions, et c'est aussi une violence qu'on ressent nous, parce que c'est très dur de penser que des distributeurs, des exploitants, des programmateurs qui veulent a priori le bien des films qu'on a fabriqués puissent décider de ce qui va se passer sans qu'on soit à minima partie prenante des discussions. Donc nous, on travaille beaucoup aussi à faire entendre la voix des auteurs dans cette discussion-là, ce qui a priori rien de si évident, alors que ça nous semble évidemment fondamental. Donc on est plutôt sur évidemment qu'on est favorable à un rééquilibrage d'un marché qui, si on le laisse se débrouiller tout seul, de toute évidence, ne fonctionne pas en fait. Enfin, on a une fois de plus des statistiques qui montrent qu'il y a un phénomène d'hyperconcentration, alors singulièrement à Paris, mais qui est absolument délétère, et qui de fait ne se fait pas d'ailleurs l'argument même de la rentabilité de ces films-là qui serait plus fort que d'autres. Il se démontre très facilement dans la mesure où si on rentre vraiment dans le détail de la séance de cinéma, vous pouvez avoir un film qui annonce tant de copies dans tel cinéma, mais en réalité, si vous comptez le nombre de séances, en fait, le terme de copie n'a plus aucun sens, donc il faut qu'on en revienne de ce truc-là. Il faut qu'on compte maintenant les films au nombre de séances et pas au nombre de copies, ça ne veut plus rien dire. Et si vous rapportez le nombre de spectateurs par séance, vous vous rendez compte que Dumbo est moins rentable que synonyme de Nadav Lapid, en fait. Alors que si vous analysez la moyenne des spectateurs sur le nombre de copies, apparemment le film l'est plus. Donc il y a aussi toute une manière de penser et une manière de produire des données et de les analyser qui a besoin d'être refondée. Et ça, crise ou pas crise, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on a besoin d'indicateurs aussi qui permettent de repenser avec sérénité le marché, si on veut le corriger, dans un sens plus vertueux, à l'appui de ce que font les exploitants qu'on aime et qui sont des endroits où on a envie d'aller. Et alors après, voilà, la question de la présence d'un film de 3 copies dans une même zone, c'est évidemment quelque chose qui mérite d'être questionné. Nous, on est plutôt évidemment en faveur de la multiprogrammation à l'appui de ce que disait Mathieu. Les solutions, elles sont formulées, elles existent. Maintenant, la question de la mise en œuvre, je dirais presque coercitive, elle se pose aussi. C'est-à-dire qu'on peut formuler des règles de bonne conduite. Et je pense qu'on a autour de nous plein d'acteurs qui sont plutôt partisans de cette bonne conduite-là. Mais après, il faut se donner les moyens de l'appliquer. Et c'est toujours là que ça coince. C'est-à-dire à quel moment il y a une autorité qui fait son travail et qui place chacun des acteurs, et là c'est tous les acteurs, face aux responsabilités qu'ils ont collectivement prises et qu'ils ont collectivement ou pas tenues. Et c'est plutôt ça qu'on essaye de pousser. Eh bien, je sens qu'avant cette réouverture des salles non datées, encore à l'instant où on se parle, il y a beaucoup de matière, en tout cas, matière à réflexion très fortement sur éviter une guerre sanglante entre les distributeurs et les salles pour la distribution des films, des 450 films qui attendent, et beaucoup en tout cas, de réflexion autour des demandes de régulation formulées depuis un moment par la CID, et quid de l'avenir aussi de la 25e heure avec ses sorties. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce débat ensemble. Merci, et j'ai envie de vous dire à demain pour une autre matinale, pas avec moi, mais pour un autre débat.